Le démarrage est en cours. Nous vous Regarde ça sur prions YouTube. d'attacher vos ceintures de sécurité. Les sorties de secours se situent sur le côté de l'appareil. Nous espérons qu'il n'y aura aucune dépressurisation pendant la séance. Bonsoir le chat. Est-ce que vous nous entendez? Oui. C'est la petite question d'habitude. Hein. Alors toi, tu fais pas partie du chat. Ah, Tracy Jones, Nieset One, Samy Rio, LMNOP, non, 837, Sam... Putain, il y a du monde encore, les gars. Bonsoir, les cavernes du French Geek. Ils nous entendent tous très bien. Ça fait rudement plaisir de tous vous voir. Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire comme d'habitude. Là, c'est un petit départ fictif. Hein, comme pendant le Tour de France, il y a un départ fictif. À un moment donné, tac, il y a le vrai départ quelques kilomètres après le début de l'étape. Je vois qu'il n'y a aucun de mes deux collègues qui aime le vélo. Bah si, sachant que le maillot à pois est maintenant sponsorisé par Leclerc et plus par Carrefour. Voilà. Ah ouais. Allez, bonne soirée. Salut. Allez, au revoir. C'était l'anecdote de la soirée. Merci. Allez, on va pouvoir commencer. Vous êtes prêts? C'est parti. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans la rubrique Geek numéro 4. C'est toujours un plaisir de se retrouver. Alors que je vois en bas de mon écran, en bas à droite, Dramoun en train de boire une bière et que je fais exactement la même chose. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir. Alors ce soir, qu'est-ce qu'on va voir au programme comme d'habitude? On va parler en introduction de nos geekeries. Ensuite, on aura 3 chroniques geeks et un débat Fantastic Four. Sont-ils toujours dans le cœur des lecteurs? Avant toute chose, on va présenter ceux qui m'accompagnent comme d'habitude. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés l'homme qui souffre avec nous chaque mois, qui s'inflige les pires lectures possibles pour savoir si c'est réellement de la merde et peut-être nous les éviter. Spider-Man, comment vas-tu? Bonsoir le chat, ça va très bien. Et j'ai également à mes côtés, comme d'habitude, mon fidèle ami, mon assistant numéro 1, mon prince charmant, Dramoun. Comment vas-tu, mon lapin? Bonsoir, puis bonsoir à tout le monde. Bonsoir au chat, parce que je vois qu'il y a pas mal de monde. Hein. C'est sympa. Grave, bonsoir tout le monde, bonsoir le chat. C'est vraiment, comme d'habitude, un petit moment de bonheur et de plaisir de vous retrouver pour une 4e émission. Et on peut déjà dire, avant qu'on commence un peu nos geekeries, que ce sera l'avant-dernière émission, entre guillemets, de la saison. On en aura une 5e. Ah non, pas jamais. Ouh, justement, non. Ouh, justement. On aura logiquement une 5e émission, si je dis pas de conneries, Dramoun, le 3 juillet, c'est ça? Je me rappelle plus le calendrier. Si on reste sur le même rythme de une toutes les 2 semaines, ça donne le mercredi 3 juillet. Ouais, voilà. Donc normalement, le mercredi 3 juillet, on vous fera une 5e émission. Une 5e émission, je vous le dis tout de suite, ça va être un feu d'artifice. On vous prépare du lourd, mais je n'en dis pas plus. Et après, on aura peut-être une petite émission au mois d'août, et ensuite, on est déjà en train de travailler sur la rentrée de septembre pour vous faire une rentrée du tonnerre de Dieu. Avant de commencer, je devais absolument passer un bonjour à... Je me rappelle plus. Ghislain Blanchet. C'est un auditeur incroyable. On est écouté aux États-Unis, on est écouté en France et on est écouté au Québec. On a pas mal discuté du coup avec Ghislain Blanchet. Je lui ai promis que je lui ferais une petite bise en début d'émission. Il nous a beaucoup fait rire parce qu'il nous a envoyé un message pour nous reprendre en nous priant d'arrêter d'appeler Jeff Lemire, Jeff Lemire. Mais voilà, en nous disant, ça se dit Lemire. Donc, arrêtez d'écorcher son prénom, les gars, parce qu'on est en train de péter les tympans à tout le Québec à chaque fois qu'on dit Lemire. Alors, c'est vrai qu'on se faisait quand même la réflexion, les gars. Lemire, ça a quand même plus de gueule que Lemire. Mais bon, hein, on va pas totalement écorcher son prénom à chaque fois. Donc, Ghislain, on te fait un gros bisou. Et puis voilà, et c'est très gentil à toi de nous suivre de si loin. Je vois qu'on a aussi la caverne du French Geek qui est là, qui nous écoute depuis les États-Unis. Alors nous, faut le savoir, la rubrique Geek, on est dans l'international. On attend rapidement un auditeur chinois, peut-être dans la soirée, et là on est bien, on aura un joli tour du monde. Alors qui c'est qui va commencer ces petites geekeries? C'est mon très cher Dramoun. Dramoun, qu'est-ce que tu geeks en ce moment, mon ami? Plein de choses, du coup. Comme je vois que tout le monde suit ça, j'ai enfin fini Berserk. Enfin fini, la série n'est pas finie. C'est bon, j'en suis au tome 40, j'ai rattrapé mon retard.
c'est trop bien. Et maintenant, je suis impatient de lire la suite. C'est le fléau de. Tu as lu 39 tomes d'affilée, donc tu as envie de continuer. Et ces derniers temps, donc, je me suis retrouvé, du coup, je suis revenu sur des lectures comics, etc. J'ai notamment lu, du coup, l'excellent Mr. Miracle par Tom King, qui est pour moi la meilleure, la meilleure sortie d'ici récente depuis plusieurs mois, années. Ah oui. Moi, personnellement, c'est vraiment une série que je trouve coup de cœur, qui aborde des beaux sujets, etc. Et que j'adorais. Enfin, moi, j'ai déjà lu en VO, donc j'avais déjà adoré en VO, mais voilà, le lire les 12 numéros d'affilée en français, je trouve que ça rend super bien. Et j'ai commencé le tome 2 de Stand Still, Stay Silent, qui est sorti il y a une semaine chez Achilleos. C'est un webcomics en fait finlandais ou suédois. Mais c'est vraiment bon. Et Qu'est-ce qu'on disait la dernière fois? Mais qui c'est qui peut nous pécho un comics finlandais ou suédois? Oh, mais il y a C'est pas que ce qu'il toi. manquait, je suis déçu. Respect. Excuse-moi de t'avoir coupé. Et pour tout vous dire, du coup, sur Stand Still, Stay Silent, on vous prépare une petite surprise pour dans 2 semaines. Alors là, Voilà. pour ceux qui nous Sachant écoutent pour- en rediff, vous n'avez pas vu l'énorme clin d'œil de Dramoun? C'est ça. Et voilà, quoi. Non, mais franchement, c'est un webcomics. J'avais pris du temps à rentrer dans le tome 1 et c'est vraiment. Et après, j'étais lancé ce tome 2. Franchement, le tome 2 est tout aussi bon. Et niveau lecture, c'était ça. Et puis, niveau série, j'ai regardé. C'est sorti sur Amazon Prime. C'est la série Good Omens, qui est tirée de l'œuvre de Terry Pratchett et de Neil Gaiman. Et c'est avec du coup Martin Sheen et David Tennant. David Tennant, c'est le mec qui jouait Doctor Who. Et franchement, c'est une excellente série. En fait, ça parle d'un ange et d'un démon en fait qui sont sur Terre. Et il y a l'apocalypse qui doit se passer avec en gros le fils de Satan. Et franchement, c'est vraiment très bien joué. C'est les scènes sont très sont très touchantes. Et à la fois c'est très burlesque, très absurde. Les dialogues sont super fins. Franchement, ça a été un régal. Je m'y suis lancé juste pour le plaisir parce que c'était 6 épisodes. 6 épisodes, ça va vite. Et franchement, ouais, je suis tombé sous le charme. Je vous recommande cette série chaudement. Et comme série, j'ai aussi vu Catch 22, qui est la série qui est sortie aussi sur Canal, en même temps d'être sortie sur Hulu aux États-Unis. C'est une série où, en fait, c'est un peu particulier parce que la série a été vachement vendue autour des stars qui sont présentes dans la série, parce qu'il y a George Clooney, Hugh Laurie, donc Hugh Laurie, c'est Dr House, Kyle Chandler, etc. Il y a plein de grands acteurs dans la série. En fait, le problème, c'est que ces acteurs-là, on les voit quasiment pas. Ils ont des rôles secondaires, voire très, très secondaires. Et en France, on a fait toute une com autour de ça, autour d'une série qui est complètement loufoque, etc. Et en fait, la série, elle est pas du tout dans cette atmosphère. Moi, j'ai adoré la série, mais j'ai trouvé que la communication en France, la pub en France, elle donnait une fausse image de la série, quoi. Ça n'a rien à voir. On présentait ça avec, ça se passe lors de l'armée, un peu comme le Smash, le match de l'époque. Alors qu'en fait, ça a rien à voir avec ça, mis à part le côté armé. Mais ça reste une série très sympa qui parle en fait des mecs qui sont qui deviennent bombardiers, etc., et qui sont sur le terrain lors de la Seconde Guerre mondiale, quoi. Mais une bonne découverte aussi. D'accord. Eh ben, dis donc, mais t'as beaucoup geeké, toi, en 15 jours, mon salaud. Ouais, j'ai pas de vie. Ma vie, c'est de la merde, alors du coup, je lis des livres. Voilà. Bonjour. Eh ben, voilà. C'est pareil. Ma vie, c'est de la merde, donc du coup, on se retrouve des soirs de semaine pour vous faire des podcasts. Voilà, c'est comme ça. Alors, du coup, c'est à mon tour un petit peu de vous parler de mes geekeries. Alors, il n'y a pas forcément grand chose non plus, mais je me suis replongé dans les 5 premiers numéros de soft cover de chez Panini Avengers. J'ai relu un petit peu tout parce que j'ai pas mal de difficultés
à lire un épisode en début de mois, attendre un mois et puis relire un autre épisode. J'ai un peu oublié ce qui s'est passé la fois d'avant. Ça fait une lecture un petit peu décousue, donc j'aime bien reprendre un petit peu tout et renchaîner à chaque fois chaque série pour vraiment me refaire une idée. Donc du coup, j'ai relu les Avengers avec les Célestes, tout ça, et je confirme toujours, je n'aime pas, mais pas du tout. En première impression, j'aimais pas du tout, mais là, en deuxième impression, je crois que c'est pire que tout. C'est vraiment con comme la lune. En tout cas, c'est mon avis. Enfin, moi, ça passe pas du tout. En revanche, dans le numéro 5, le 5e soft cover, on change un petit peu d'histoire et là, on part sur Namor. Et là, c'est pour l'instant très très bon pour le coup, avec de véritables enjeux. Et alors évidemment, euh, on est en 2019, le petit contexte écologique n'aura échappé à personne. Et évidemment, de la manière dont les êtres humains ont pourri les océans, etc., je crois que celui qui ressemble à Spock avec des petites ailes sur les pieds, Namor, ça l'a finalement assez gonflé et ça nous promet un arc qui peut être vraiment vraiment très très sympa. Et là pour le coup, j'ai vraiment l'impression que Jason Aaron, il a un peu galéré au début avec les Célestes à installer son truc et que là on part vraiment sur quelque chose de très intéressant. Je me suis refait les Iron Man de Dan Slott. Ça va mieux quand tu lis un petit peu tout d'un coup. Après, c'est du Dan Slott, donc je dirais que le début, le rythme est assez lent au début. On a tout le temps l'impression qu'il nous fait des démarrages. On dirait qu'il part dans la boue. Putain, c'est lent à démarrer, c'est affreux. Et c'est pareil, là, dans ce dernier soft cover, il y a un épisode sur Arno Stark que j'ai trouvé très intéressant et qui promet, je l'espère, une suite de run pour Dan Slott qui soit vraiment, vraiment intéressante. Évidemment, on a du Thor dans ce soft cover qui est toujours aussi bon, signé par Jason Aaron, avec en toile de fond, on le sait maintenant, The War of the Realms, qui, je l'ai dit avec un accent parfait, là, putain, dis donc, je me suis surpris. Dis donc. Tu m'as surpris. Dis donc. On était pas mal là, au niveau de l'accent. Je vais pas le refaire parce que je pense que c'était un coup de peau absolument énorme. Voilà, en toile de fond, on a cet event qui arrive. D'ailleurs, j'en profite, parce que je ne l'ai pas rappelé en introduction, mais à un moment donné dans la soirée, on ne vous dit pas quand, parce qu'on est des petits coquinous, on va vous poser une question comics, et il va falloir y répondre le plus rapidement possible sur le chat pour gagner un formidable poster d'Arthur Adams sur The War of the Realms. Je l'ai tenté une deuxième fois. Et voilà, il suffira de nous envoyer les coordonnées. Le gagnant nous enverra ses coordonnées. On lui fera parvenir ce joli petit poster. Et puis voilà, c'est notre manière à nous d'essayer de vous remercier au maximum pour votre présence, pour votre fidélité, pour votre soutien. Et je ne vous cache pas que c'est aussi une manière pour nous de tester un petit peu la formule, de faire gagner des petits lots comme ça en direct. Et c'est une formule qui nous plaît beaucoup, de faire gagner à nos auditeurs à la fois les plus fidèles et puis qui permettent tout simplement à cette émission d'exister, d'essayer de vous faire gagner quelques petits trucs. Et ça peut peut-être nous permettre de mettre en avant des séries qui nous plaisent, qui, selon nous, méritent un petit peu plus de visibilité et en même temps d'essayer de vous faire plaisir. Voilà, en tout cas, c'est l'objectif affiché dans les semaines, mois à venir de la rubrique Geek. Si je continue sur mes geekeries, donc voilà, il y avait Thor qui est très très bien, je vous le conseille. Et là, on a commencé le Captain America. Putain, j'ai mangé le nom du scénariste, mais c'est très très sympa avec un Captain America, pour le coup, je vais dire vraiment vraiment politique, qui revient après les événements de. Putain, j'ai mangé le nom encore de cette merde, Secret Empire, voilà, où évidemment. Captain America, l'image de Captain America a été quand même énormément écornée et il doit faire avec ça, essayer de reconquérir un petit peu, d'une certaine manière, le cœur des Américains, un petit questionnement intérieur sur son rôle, son image, c'est super intéressant. Et donc, je profite de ces geekeries pour dire, sur l'ensemble des soft covers, je dirais que pour moi, celui qui est incontournable, et puis honnêtement, j'en achète plus que deux, c'est lui et Infinity Wars, parce que Infinity Wars, il y a un petit côté maso, faut pas se mentir, mais je trouve que ce soft cover, il est vraiment bien, parce que du coup, ça permet quand même de suivre 4 grosses séries importantes, Avengers, Iron Man, Captain America, Thor, et il y a quand même des séries qui sont quand même
assez sympa à lire, voire bonne. Voilà, pour l'instant, j'ai rien de très très bon, on va pas se mentir, mais ça reste très très sympa. Je trouve que c'est un petit soft qui se tient relativement bien et je vous conseille éventuellement d'y jeter un œil si ça vous intéresse un petit peu. En autre geekerie, j'ai quasiment fini le jeu Spider-Man. Et ça fait super plaisir. Et j'ai été bluffé. J'ai pas encore la fin du scénario du coup, mais là j'en suis à 87%. Il me reste quelques missions logiquement à faire et c'est ce que je disais à mes deux acolytes, je suis sur le cul au niveau du scénario, de l'ambiance et de tout ça. Au-delà de la maniabilité, de la jouabilité, tout ça, mais en termes d'histoire, et ben ça fait partie des toutes meilleures histoires de Spider-Man que j'ai pu lire, que j'ai pu lire, que j'ai pu apprécier, que ce soit en film ou bien en comics. J'ai trouvé ça vraiment super super intéressant. Si vous avez une PS4, une Xbox ou que sais-je, je vous conseille de vous y intéresser. Et sinon, je sais qu'en VO, on a, je crois qu'on a perdu quelqu'un. Mathieu? Ah oui, on a perdu Mathieu. Ah, peut-être que Mathieu va réussir à nous rejoindre de nouveau. Je crois qu'en VO, si je dis pas de bêtises, il y a un truc qui sort ou qui est sorti qui s'appelle Spider-Man City at War et qui reprend en fait le scénario du jeu. Je crois que c'est une mini-série en 6. Je vois Jules qui me dit que c'est une exclue PS4. Oui, Bon, le jeu, ouais. désolé pour le jeu et ça j'espère que Panini le sortira City at War parce que je connais pas du tout la qualité, je sais pas vraiment, je sais pas du tout ce que ça vaut, mais ça peut peut-être permettre au lecteur de découvrir Spider-Man sous un angle un petit peu différent et ça peut être très très sympa. Sinon qu'est-ce qu'on a d'autre en geekerie de mon côté? Putain, j'ai lu un roman, les gars, un truc de dingue, un truc, il n'y a pas d'image, je sais pas si vous connaissez, je pense que ça fera parler dans les années à venir, le concept du livre, c'est un truc de fou. J'ai lu un roman de Sir Arthur Conan Doyle, qui est ni plus ni moins que le créateur de Sherlock Holmes, et j'ai lu, putain, j'ai mangé le nom du premier, Une étude en rouge. Une étude en rouge, qui est le premier roman avec Sherlock Holmes. Et donc, du coup, c'est vraiment assez intéressant de voir comment Conan Doyle, il installe un petit peu ses protagonistes, comment Watson rencontre Sherlock Holmes. Il y a une première... enquête qui est vraiment, vraiment sympa. Et il y a tout un tas de bouquins, de nouvelles, et je pense que je continuerai à me les faire religieusement, voilà, parce que c'est vraiment un truc très très sympa. Et j'ai pas pu m'empêcher en fait de faire un petit parallèle avec ce Sherlock Holmes que je découvre avec Batman. Je sais pas ce que t'en penses, Dramoun. Je crois que t'as déjà lu toi du Sherlock Holmes. Ah ben moi j'en ai lu ouais certains quand j'étais jeune. Moi quand j'ai lu Le Chien de Baskerville, je l'ai peut-être lu trop jeune parce que je suis sorti, j'avais les chocottes. Au final ça fait assez peur, on se rend pas compte. Et comment dire, bah c'est un autre, c'est un style qui est vraiment très différent quoi. Mais je trouve que tous ces récits, hein, on va dire un peu policiers, d'enquête, etc. Euh, qu'on pouvait lire quand on était jeune, que ce soit les Conan Doyle, que ce soit même l'Agatha Christie avec Hercule Poirot ou Miss Marple, eh ben il y a quand même une forme d'écriture dans le côté détective pour moi, on peut retrouver ce côté-là chez Batman. Mais vraiment dans les Batman, comment dire, dans les récits de Batman détectives, dans les récits de Batman un peu plus policiers que ceux actuels, parce que si clairement on part à partir des Batman de Grant Morrison, on le retrouve beaucoup moins. Ah ouais, Et sur carrément. ceux d'avant, sur ceux de Jeff Loeb et Tim Sale, on a vraiment un Batman un peu plus policier. Un long Halloween, c'est quasiment ça. Ah ouais, non, mais moi, c'est un long Halloween, c'est vraiment le Batman que j'ai pu lire qui m'a le plus plu parce que c'est à la fois le plus humain et le plus enquêteur, quoi. Là où on a véritablement la notion de détective et pas simplement de super-héros. Après, Batman, de par son âge et les différents auteurs qui ont pu intervenir dessus, il a évidemment énormément de facettes, mais c'est vrai que c'est de loin la facette que je préfère.
Voilà, le côté détective me plaît énormément. Et donc, du coup, on s'en est acheté avec ma compagne pas mal. Honnêtement, le signe des quatre, je crois, et l'autre, enfin, c'était 2 euros le roman en texte intégral. 2 euros. Alors, franchement, et c'est super rapide à lire, mais ce serait con de s'en priver. Donc, je vais me faire une petite session Sherlock Holmes, histoire de me faire un petit peu plaisir. Alors, évidemment, à un moment ou à un autre, on savait que dans l'émission, on aurait des problèmes techniques. Voilà. Et là, je suis inquiet parce que j'ai l'impression qu'on a enlevé Spider-Man. Parce qu'il a disparu. J'espère qu'il n'y a pas une, une conduite de gaz qui a pété sous sa maison parce que il est plus là, il répond plus au message et bon ben c'est pas grave. Ce sont les aléas du direct. On va essayer on va voir, on va espérer qu'il nous rejoigne assez vite. S'il arrive à nous rejoindre, on repassera sur ses geekeries. Et puis bah, sinon, eh ben, on va avancer sans lui. Et puis bah, je crois qu'on va pouvoir passer ni plus ni moins à nos chroniques, à moins que tu aies quelque chose à nous rajouter, mon cher Dramon. Bah, je dirais juste que comment dire, les romans de, de Sherlock Holmes, je trouve que les dessinateurs sont pas ouf. Ils sont vraiment pas ouf. Je Et, dirais que et puis, c'est pas principalement le truc qui marque en premier les dessins dans Sherlock Holmes. puis les coloristes non plus. Sincèrement, Et les coloristes non plus. Alors là, vous voyez, on a sorti les rames et la grand voile pour essayer de gagner un peu de temps, mais ça part mal. Hein. Ça me fait penser à une vidéo qui avait sorti Rétrophile. Il avait sorti des vidéos un peu, on va dire, un peu parodiques qui s'appelait ZXPQW 043, ZXPQR. un truc comme ça. ZXPQR, pardon. Et à un moment, il fait une vidéo, il fait une critique de Punk Rock Jesus. Et du coup, il prend le bouquin et fait. Alors, du coup, c'est écrit par Sean Gordon Murphy. Il n'y a pas le nom du dessinateur. Bah, c'est pas cool, les gars, de pas avoir mis le nom du dessinateur. Il commence comme ça et après, il parle des couleurs. Et franchement, qu'est-ce que ça m'a fait marrer. Sincèrement, retrouver cette vidéo de Rétrophile, elle est sur sa chaîne, elle est vers ses débuts. Et cette vidéo, elle est vraiment. C'est un bijou. C'est un bijou. Franchement, ça Rétrophile. vaut vraiment le coup. Alors, c'est La complètement cla- absurde. Hein. Donc, il y a un moment, il ne faut pas prendre le truc premier degré, mais Ah bah non, bah voilà, bah après faut c'est du rétrophile dans toute sa splendeur quoi. Et voilà. Que dire de plus? Eh ben je crois qu'on va pouvoir passer ni plus ni moins à ta très chère chronique geek. mais du coup, moi, je vais vous parler de ceci, de Emma Wrong, sorti chez Achilleos. Et en fait, c'est un comics BD italien. Donc, c'est écrit, je vais retrouver le prénom exactement. C'est écrit par Lorenzo Paloni et c'est dessiné par Laura Guglielmo. Yeah. Et du coup, non, c'est en fait, c'est un récit que j'ai lu, il y a quelques temps, qui a été une très bonne, qui a été une très bonne surprise, auquel je garde un très bon souvenir de lecture. Et c'est un récit où, en fait, au départ, j'y attendais, on va dire, pas forcément grand-chose, mais qui justement, comment dire? Bah, le fait de pas attendre une lecture du siècle ou quoi que ce soit, bah, des fois, on profite encore plus de la lecture, on rentre encore plus facilement dans la lecture. Et du coup, bah, en fait, c'est un peu ça, moi, le parallèle que j'ai fait quand j'ai lu, c'est que quand j'étais gamin et que je lisais les Hercule Poirot d'Agatha Christie, par exemple, j'adorais voir, les pièces qui se mettent en place petit à petit, voir tous les éléments et voir, en fait, bah, comment Agatha Christie, il y avait ce côté, il y a une petite pièce de puzzle, une deuxième, une troisième, puis on attaque une autre zone, puis encore une autre zone et puis à la fin, petit à petit, il y a tout qui se relie et il y a toutes les pièces qui commencent à se mettre et on voit vraiment le tableau en entier. Et c'est ça que j'aimais bien dans ces lectures-là quand j'étais gamin, ce côté, Mhm. bah, tu un peu de réfléchir, tu de voir, en fait, le tableau d'ensemble par les petites zones sans vraiment voir, donc tu de déceler, en fait, par des comment dire? Bah, du coup, par des micro-zones, on va dire, et c'est ça que j'adorais dans ces lectures-là. Et beh, du coup, ce titre-là, ça a été exactement pareil. C'est-à-dire qu'on voit, on voit les pièces, se placer petit à petit et on ne sait pas trop ce que ça donne et
à la fin, j'ai découvert, on va dire, un tableau qui était vraiment superbe et auquel je m'y attendais pas. Alors du coup, Emma Wong, alors de quoi ça parle? C'est une femme qui va se retrouver, qui va aller dans un motel, au Nevada, en 51, en janvier 51, et c'est quelques jours avant le tout premier essai nucléaire sur le sol américain. Et ce qui se passe, c'est que dans ce motel, du coup, il y a plein de gens qui sont venus voir cet essai, et elle est à la recherche, comment dire? Elle est à la recherche d'un espion dont elle était tombée amoureuse il y a plusieurs années, complètement par hasard, et elle veut à tout prix, en fait, elle veut à tout prix le retrouver, sauf qu'elle ne sait pas où il est exactement, elle ne sait pas quelle tête il a vu qu'il a fait de la chirurgie, etc. Et donc, elle va être à la recherche de cet espion dans le motel. Sauf que cet essai, enfin, motel qui est rempli des gens qui sont venus voir un essai nucléaire. Et donc, du coup, ce motel, il est rempli comment dire, de vieilles personnes riches, de personnes influentes, de politiques, de Russes, de communistes, de plein de choses comme ça. Et il y a comment dire, il y a, il y a toute une histoire qui va commencer à se créer avec tous ces personnages-là. Quel est leur rôle? Qu'est-ce qu'ils représentent? Qu'est-ce qu'ils font là? Certains sont juste des personnes lambda venues en vacances, d'autres sont juste venus voir comment dire, l'essai nucléaire, et certains ont un rôle beaucoup plus important que ça. Et en fait, on voit tous ces personnages se construire petit à petit. On voit tous ces personnages dont on va voir leur rôle grandir, prendre de l'importance, et avoir un impact de plus en plus, comment dire, de plus en plus influent dans le récit. Et comment dire? Et c'est ça qui est très intéressant. Et comme le récit se passe en fait 3 jours avant l'essai nucléaire, bah, l'histoire, elle se passe seulement en 4 jours, les 3 jours avant et le jour de l'essai. Et donc, c'est comment dire? C'est là où c'est fort, c'est qu'il développe vraiment les personnages on va dire, sur une courte période. Parce qu'on n'est pas dans un récit qui est long, qui permet de faire évoluer le personnage. On ne peut pas lui changer sa personnalité, on ne peut pas lui changer son caractère, on ne peut pas le faire s'adapter à ce qu'il a vécu ou quoi que ce soit. En 4 jours, c'est pas ça qui peut se passer chez nous. En 4 jours, fondamentalement, on reste la même personne. Et du coup, c'est ça qui est très fort, c'est que justement, il arrive à faire évoluer les personnages, alors qu'il ne peut pas jouer sur le caractère, il ne peut pas jouer sur la personnalité, il ne peut pas jouer sur on va dire, le type de personne que c'est. Et pourtant, on voit des personnages qui sont complètement différents entre le premier jour et le dernier jour, et on voit surtout des personnages qui ont plus ou moins d'importance. Et moi, c'est là où, comment dire, j'ai trouvé que comment dire, c'était très maîtrisé justement, parce que le travail sur les personnages, je l'ai trouvé remarquable. Et dans un titre où on va voir quelqu'un qui va venir, qui va être à la recherche d'un espion, qui va être entouré de plein de gens, qui va devoir discuter avec les gens, forcément, cette relation avec les personnages, le développement, le dialogue, etc., forcément, ça va être vital. On ne peut pas se baser que sur le contexte. Et j'ai trouvé que c'était très, très bien maîtrisé. Et c'est bien maîtrisé parce qu'en fait, il y a aussi, en fait, il y a un très bon rythme, parce que on a 4 jours, on voit vraiment les histoires qui se passent, enfin l'histoire pardon qui se passe sur tous les jours. On n'est pas concentré que sur un jour 90 du temps et sur les autres la fin du temps. C'est bien réparti, ça s'enchaîne bien, et ça a été comment dire? Une très belle surprise. Puis, pour les dessins, sincèrement, faut le dire, les dessins, ils sont, C'est les de qui les dessins, dessins? c'est de Laura Guglielmo, et non, les dessins sont superbes. C'est un peu hommage à la, comment dire? C'est un peu hommage à la BD italienne, hein. C'est avec des couleurs qui peuvent être souvent assez franches. Et on le voit sur la couverture, c'est-à-dire qu'on voit tout de suite ce qui ressort, c'est le jaune et le rouge. Il y a pas photo. Ah, Euh, ah, alors, je sais que c'est un podcast et normalement on n'est pas censé avoir de caméra. Est-ce que en parlant, histoire qu'il n'y ait pas de blanc non plus quand les gens écouteront en rediffusion, est-ce que tu peux éventuellement montrer quelques dessins? Ouais, t'es le meilleur. mais Faut que tu parles en même temps parce que sinon on voit pas ta c'est gueule. vraiment, comment dire? C'est vraiment très bien parce que voilà, c'est vraiment hommage à la BD italienne, avec souvent du coup des couleurs qui sont très franches, qui Mmh. sont très marquées. C'est un trait qui est très fin. On est sur, comment dire, sur un très bon travail des personnages avec des bonnes proportions, des choses comme ça. Donc non, c'était vraiment un gros coup de cœur, on va dire, inattendu. Donc quoi, des fois, quand on rentre dans une, comment dire, quand on rentre dans une librairie et qu'on voit
un titre dont on n'a jamais entendu parler finalement et dont on ne sait rien, et ben que des fois, voilà, faut pas avoir peur de se lancer. On a souvent tendance à vouloir chercher un peu comment dire, l'approbation des gens qu'on connaît, qu'est-ce qu'ils pensent du titre, quels sont les reviews qui sortent sur le titre, quelles sont les notes qui sortent sur le titre, est-ce que je dois l'acheter, pas l'acheter, etc. Et je trouve que finalement, moi personnellement, c'est quelque chose que je fais peut-être de moins en moins souvent, de juste me lancer comme ça sur un titre sans rien connaître. Mm. Et pour le coup, ça a été la dernière expérience que j'ai faite en me lançant vraiment comme ça à l'inconnu, et c'était une très bonne surprise. Moi, tu vois, ça, je me permets juste de rebondir sur ça. J'aime beaucoup tenter des trucs, c'est ce que j'appelle à la confiance. C'est-à-dire, je te donne un exemple. Moi, le dernier, c'est vrai qu'on, t'as raison, on le fait trop rarement parce que ça coûte des ronds et voilà. Et c'était Sonia de Comics of the Power. Et il y avait quelqu'un d'autre, mais je te dirais une connerie, qui m'avait dit Black Magic, c'est chez Glénat, si je dis pas de conneries. C'est vraiment bien, ça pète, tu devrais y aller. Et je ne savais absolument pas de quoi ça parlait, ni le pitch, ni je ne savais rien. Je savais qu'il y avait Greg Rucka dessus, mais point barre. Et je me suis lancé là-dedans, je l'ai acheté, je l'ai pas ouvert. Je me suis posé chez moi, je l'ai ouvert et je l'ai lu, mais d'une traite. Et j'ai pris une calotte, mais du tonnerre de Dieu. Et c'est vrai que quand tu tentes un bouquin comme ça, sans forcément que tu aies le pitch et ce genre de choses, quand c'est un bon bouquin, je dirais que la claque, elle est encore plus grande. Après, c'est vrai que c'est quand même, moi pour ma part, j'arrive pas à acheter il y a tellement de trucs que je voudrais acheter et que je peux pas acheter parce que enfin, c'est tellement de choses qui sortent tous les mois que acheter un bouquin sans avoir une recommandation de quelqu'un, un avis, être titillé par le nom de l'auteur ou du dessinateur, c'est très très compliqué pour moi. Mais là où tu as raison, c'est vraiment je pense il faut des fois tenter le coup et d'acheter ou de se procurer, d'aller dans une bibliothèque et de prendre des bouquins à la confiance, sans forcément trop savoir de quoi ça va parler, et tu ouvres et tu te lances dedans. Et des fois, tu vas prendre des claques, mais qui sont tout simplement merveilleuses. Alors, si vous ne connaissez pas Black Magic, je vous le conseille absolument. Alors je souligne quand même sur le chat les gens qui ont vanté tes qualités de vendeur, parce que tu as vraiment bien vendu le truc. Par contre, excuse-moi, c'est vrai que je faisais certainement deux trucs en même temps. Du coup, c'est en un tome. Ah ouais, c'est une histoire unique. Et pour répondre du coup à Jules et Nico qui demandent comment je suis tombé dessus par hasard, en fait, enfin, on va dire oui et non. C'est-à-dire que moi, je suis rentré dans la librairie, je me balade dans la librairie et le tome, il m'accroche un peu les yeux. Comme je disais, déjà par les couleurs franches. Après, moi, je lis du coup la quatrième de couverture et je vois qu'il y a cette notion, comment dire, il y a cette notion d'enquête et d'espionnage, enfin, qui fait notamment mention de l'espion. Moi, je suis un fervent adepte de tous les récits d'espionnage, policiers, enquête, etc. J'ai grandi là-dedans. Moi, j'ai grandi avec mon étagère chez mes parents où il y a encore une vingtaine, trentaine d'Agatha Christie. Donc, moi, ils y sont encore, quoi. Donc, il y a ce côté où moi, le sujet me parlait, donc c'est aussi pour ça que je suis allé. Donc, j'ai pas juste pris le tome par hasard en me disant, allez, Inch'Allah, j'espère que ça va me plaire. Je l'ai pris parce que, en lisant la quatrième de couverture, je me suis dit, bah tiens, j'ai l'impression que je vais retrouver ce que j'aime bien. Je feuillette très vite, je vois que les dessins m'accrochent, et je me suis dit, allez, pourquoi pas, quoi. Il y a un Ça se moment, tente. c'est ce qu'il faut. Après, forcément, par exemple, tu vas tomber sur le titre, tu vas trouver que les dessins, ils ne t'accrochent pas. C'est pas ton style, ou t'es pas très espionnage, ou pas très, comment dire, enquête ou quoi que ce soit, forcément, ces récits-là, ils vont pas t'accrocher de manière par hasard. Mais par contre, des gens, par exemple, qui aiment bien la SF, tu as tellement moyen de tomber sur des très bons titres méconnus, quoi. C'est des thèmes qui sont chargés d'œuvres, en fait. Je vois Sébastien Boudard qui nous dit il n'y avait pas de SAS sur ton étagère, et ça me fait penser, moi il n'y avait pas que ça hein, sur l'étagère, dans les bibliothèques de mes parents, mais il y avait notamment moi des San Antonio, et je pense que ma grossièreté galopante et en même temps le goût des mots vient certainement un petit peu des San Antonio, parce que mon Dieu que c'était absolument génial et c'était juste Beru, voilà, ah, putain, c'était énorme. J'ai peut-être
enfin, peut-être que je connais pas l'acronyme, mais du coup, c'est quoi SAS exactement? Son Altesse Sérénissime, mon père en avait aussi des trucs comme ça, et c'est Malcolin, je me rappelle plus exactement, j'en ai lu un ou deux, mais ça m'avait pas trop accroché. C'est vraiment du policier, espionnage de mémoire. Il y a toute une série de SAS, et de ce que m'expliquait mon père à l'époque quand j'étais gamin, c'est que ce qu'il aimait beaucoup dans les SAS, c'est quand tu avais une enquête, une histoire qui se passait par exemple dans une ville, l'auteur dont j'ai mangé le nom avait la faculté de détailler la ville, les rues, et c'était exactement comme ça qu'était la ville. Et c'était évidemment une époque où tu n'avais pas Google, tu n'avais pas toutes ces conneries. Donc ça demandait un travail à l'auteur qui était vraiment impressionnant. Et cette espèce d'exactitude des lieux, de la temporalité, ce genre de choses. Et ça permettait, je pense, au lecteur de vraiment se réussir à rentrer dans l'histoire, quoi. Voilà, c'est vrai que ça faisait partie des trucs que mon père kiffait énormément, les SAS et les San Antonio. Et les San Antonio, ça, ouais, j'en ai lu quelques-uns, et franchement, c'est à la fois des putains d'enquêtes, c'était vraiment super bien, des histoires, mais moi, qui m'ont fait pleurer de rire, c'était vraiment génial, les San Antonio. Du coup, il est à combien, ce tome de Emma Wrong? Il est à 19 €. Ça va? 19 €, je crois, pour, on va dire, peut-être 200 pages, quelque chose comme ça, je crois, à peu près. Alors après, c'est, comment dire, on est dans du format proche de la BD, hein. C'est vrai Ouais. que si je vous prends un comics, c'est vraiment, c'est vraiment un bel écart. Donc, on est dans les formats un peu BD, et BD italienne. Et pour le coup, j'aimerais quand même dire un chapeau en fait à Akileos, parce que, comment dire, ce style de dessin-là est très dur en fait à rendre, souvent, comment dire, dans les impressions, quand c'est tiré à la chaîne, hein. Et je trouve qu'ils ont utilisé du bon papier, ils ont utilisé du papier qui est très épais, et qui fait qu'on n'a pas ce côté des couleurs qui ont pu baver ou quoi que ce soit. Hmm. Et c'est vrai que souvent, quand on a des dessins, et c'est le cas aussi dans les comics, où on va avoir des couleurs qui sont très marquées, souvent, quand on va avoir ce côté un peu style aquarelle ou quoi que ce soit, ce qu'on peut voir par exemple avec Dustin Nguyen, etc. Quand on a des papiers qui sont refaits, on peut très vite avoir un côté un peu, genre un peu baveux, quoi. Et pour le coup, c'est un très bel, en termes d'édition, c'est un bel ouvrage pour le coup. C'est aussi à remettre en avant, parce qu'on a tendance à beaucoup cracher sur les éditeurs, sur les choix, les choses comme ça. Et des fois, il y a quand même des choix qui sortent très bien, quoi. Alors, je voyais un commentaire un petit peu plus haut qui disait: «Ouh, c'est sponsorisé, tu payé». Alors moi, je vous le dis tout de suite, le jour où il y aura, un SP dans cette émission, ou quoi que ce soit qui, s'y rapproche, ou qui ressemble de près ou de loin, vous serez avertis. Vous le saurez, d'entrée de jeu. Ce qui permettra, déjà, d'éloigner, tout équivoque, et voilà, c'est quelque chose, qui finalement, me plaît beaucoup, ce petit côté un peu franc. Et non, on a cette ligne, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, Dramoun, on parle de ce qu'on achète, ce qu'on se procure par nous-mêmes. Voilà, c'est tout. C'est Ouais, de manière c'est générale, plus notre truc. on a plus, depuis le premier épisode, on a plus craché sur les éditeurs que, heu, qu'on ne leur a rendu hommage. Non, il y Ouais, a eu des trucs. Ah, après, on dit ce qu'on oui, il y a eu pense. des trucs bien, mais Voilà. mais ouais, non, mais c'est des fois, je trouve que, comment dire? Des fois, en fait, on se rend pas forcément, comment dire? On se rend pas forcément compte, mais en France, on reste quand même le pays de l'édition, on reste, Mm. le pays où on aime les beaux ouvrages, on aime les couvertures cartonnées, on aime, comment dire? Les grands formats, et cetera. Et c'est vrai qu'on a tendance à le négliger, mais on a cette chance d'avoir des comics, dans des formats durs, dans des formats, on va dire robustes, avec du bon papier. Alors c'est pas le cas tout le temps, hein, mais des fois c'est aussi bien de le rappeler, hein. Il y a des ouvrages qui sont superbes, comment dire? Qui sont très bien amenés chez Urban, chez Panini, chez Glénat, chez tout le monde, hein. Et Oui, bien on est sûr. quand même on est quand même bien chanceux de pas avoir du papier journal de TPB américain, quoi. Voilà. Bah, après, c'est vrai qu'on, comme on dit toujours, c'est pas forcément quand on donne notre opinion, c'est pas forcément, on ne dit pas la vérité, on donne notre opinion, on donne notre vérité à nous. Voilà. Et c'est à chaque fois, c'est pas des attaques, c'est pas frontal, c'est voilà, qu'on dise du bien ou qu'on dise que quelque chose nous a chagriné, ce n'est jamais que notre avis, et il n'engage que nous à chaque fois. Mais par contre, on n'y va pas par quel chemin.
Et ça, moi, c'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement. Je vois le chat qui s'inquiète pour Spider-Man, mais vous avez raison de vous inquiéter. Je crois que nous allons terminer ni plus ni moins l'émission sans lui, parce que, grosso modo, mon pote, je crois que bon, bah, il est plus là, hein. C'est fini. Nous ne le reverrons pas certainement avant la rubrique Geek 5. Voilà, Il s'est défilé, quoi. Bravo. Non, mais il m'a envoyé un message. A priori, c'est une gastro aiguë. Et non, pas du tout. Je mens. J'ai dit des saloperies pour le faire revenir, mais non, pas du tout. Bah, des connexions impromptues. Est-ce que la ligne a sauté chez lui? Je sais pas. Ça arrive. Sébastien qui nous demande, est-ce que quelqu'un a lu The Magic Order de Millard et Coppel? Je cherche un avis. On en a parlé, je crois, dans la première rubrique Geek. Si tu veux un très bon avis, j'ai fait une petite review sur les rubriques 2G sur Facebook, et sinon je vois que tu as les comics de Jérém, coucou mon Jérém, qui est là, qui a fait une vidéo dessus qui est très sympa. Et voilà, après si je te donne mon avis en 2 secondes, c'est sympa, faut y aller, faut voir. S'il faut même plusieurs avis, bah, de toute façon tu as fait un point, tu as Jérém qui a fait une vidéo, Ouais. tu as les comics de Fred qui a fait une vidéo. Franchement, Exact. tu peux en trouver parler un peu partout et voir un peu par rapport à ce que toi tu aimes. Après, sincèrement, de manière générale, moi j'ai trouvé que c'était un très bon ouvrage, hein. Mais si tu as des gens avec qui tu te fies de manière générale, avec qui tu peux te fier, tu trouveras des avis facilement. Ouais. Enfin, globalement, ça reste majoritairement un bon oui. Ouais. Avec des petits trous, des petits manquements, mais parce que c'est du Millard, voilà, donc forcément, ça pourrait, comment dire, être un petit peu plus développé, mais ne serait-ce que pour les dessins de Coppel, oh là là, putain la vache. Enfin, c'est vraiment, vraiment du grand art. Eh bien, tu m'as, pour revenir sur Emma Wrong, tu m'as convaincu. Et je prends l'engagement devant le chat. Passer à la maison. De faire les 300 bornes qui nous séparent. Non, mais je vais essayer de me le procurer et de le lire, parce que tu m'as interloqué, mon très cher ami. Tu m'as donné envie de savoir. Et je trouve que 19 €, bah, pour le coup, ça se tente. Bah, Ça comme se tente. disait le Duc, c'est vrai que pour je trouve que pour du Akileo, c'est abordable. C'est vrai qu'Akileo fait souvent des éditions soignées, donc c'est plus cher. Là, c'est plutôt abordable. Après, voilà, quoi. D'accord. C'est un style qu'il faut, comment dire? C'est un style qu'il faut aimer, ça reste de la bande dessinée italienne, hein. On n'est pas dans du récit, découpé comme du comics, quoi. Ça se tente. Ça se tente. Tu m'intrigues. J'ai envie d'avoir ça dans ma bibliothèque. J'ai envie de le voir. Par contre, si c'est à chier, je peux te garantir que tu vas entendre parler, hein. Ça, remboursé, hein. Alors, c'est mon tour de vous présenter ma petite chronique, ma petite rubrique. Et pour ma part, oh, je sens que je vais vous décevoir. Je ne vais pas parler de manga. Oh, je ne vais pas parler de comics non plus. Oh, mais je vais parler d'une série télé. Voilà. Et notamment une série qui est la suite d'un film. Je vais vous parler de Cobra Kai. Je ne sais pas si vous connaissez Cobra Kai, mais c'est la suite, 34 ans après, d'un film, ou plutôt d'une série de films qui s'appelle Karate Kid. Karate Kid. Alors, on va pas se mentir. On est entre nous. Il n'y en a pas un ici qui a moins de 25 ans. On n'est que des vieux. Que des vieux croulants. Ah, pardon, excusez-moi, je vois Dramoun qui lève la main. Putain, mais t'as quel âge, toi? J'ai 24. T'as 24 ans? Ah, mais tu bois trop d'alcool, vieux. Oh, t'as un visage. Oh, on dirait que t'as 42 balais avec ta tête de poche. Oh, t'es fou, j'ai pas ton âge, moi. Oh, putain. Karate Kid, les gars, moi j'ai 37 balais depuis quelques jours. D'ailleurs, merci à tous ceux qui m'ont souhaité mon anniversaire, c'est très gentil de votre part. Allez vous faire enculer, ceux qui l'ont oublié, vous êtes vraiment des salauds. Et que vous dire, Karate Kid, bien sûr, ça a bercé une partie de mon enfance. Enfin, voilà, c'était vraiment un film
qui a connu un très très gros succès et qui a vraiment marqué toute une époque, quoi. Et si j'en crois les quelques commentaires, a priori, voilà, je suis pas tout seul à avoir été marqué par Karate Kid. Alors Karate Kid, si je dis pas de bêtises, c'est sorti en 84. Alors le réalisateur, tout ça, je vous dirais des bêtises, mais l'histoire, c'était le jeune Daniel Larousseau. Larousseau, rien à voir avec la chanteuse. D'ailleurs, on ne sait pas ce qu'elle devient, Larousseau. Hein. Elle écrit plus. Hein. Bref. C'est pas plus mal, je pense. Moi, ça me va. Après, ça m'inquiète, parce que j'ai un cœur quand même, moi, tu vois, Dramoun. J'aimerais savoir ce qui est devenu Larousseau, mais bon, bref. Et donc, c'est le jeune Daniel Larousseau qui déménage avec sa mère. Il n'y a plus son papa, je ne sais pas où il est. Peut-être qu'il est mort, d'ailleurs, j'en ai aucune idée. On lui demandera quand on le reverra, d'ailleurs, à Daniel. Et ils déménagent, ils vont dans une nouvelle ville, et ce jeune Daniel Larousseau va se faire un petit peu emmerder par des brutes, dont une brute qui fait du karaté. C'est Johnny Lawrence. Et voilà. Et donc, ces gens-là, Lawrence, il fait du karaté dans l'école Cobra Kai. Et c'est vraiment l'école de karaté du mal. Tu vois, c'est frapper en un coup, frapper fort, no merci, aucune pitié. Enfin, voilà, tu vois, c'est vraiment... c'est des salauds, hein, ni plus ni moins. Et lui, il va rencontrer un vieux pépé japonais, vraiment... l'archétype du vieux maître oriental et qui va lui enseigner le Miyagi, le karaté Miyagi, parce que c'est Monsieur Miyagi. Et c'est vraiment, et donc il va y avoir un affrontement entre les deux au cours d'un tournoi, évidemment. Ils vont se rencontrer en finale, parce que sinon ça ferait chier que ce soit en quart de finale, autant faire les choses bien. Et Daniel Larousseau va remporter ce championnat face au méchant Johnny Lawrence de Cobra Kai. Alors c'est vraiment un film qui peut paraître un petit peu bateau, mais qui est sympa parce que il y a des thèmes qui sont quand même abordés, qui sont relativement sympas, mais ça reste un petit peu basique, et surtout c'est extrêmement manichéen. C'est vraiment les gentils contre les méchants, le bien contre le mal, l'école des gens, voilà, qui n'ont aucune pitié, et ceux qui sont beaucoup plus dans la sagesse, dans l'indulgence, ce genre de choses, voilà. Et il y a eu ensuite un Karate Kid 2, un 3, et pas un 4, mais un truc Karate Kid Girl, si je te dis pas de conneries. Ouais, Miss Karate Kid. Miss Karate Kid, voilà. Et que j'ai pas vu, celui-là. Barmoun, qu'est-ce qu'on a dit sur Miss Karate Kid? On a dit qu'on était sage. Donc voilà, honnêtement, j'en ai aucun souvenir de Miss Karate Kid. Et 34 ans après, YouTube, ils ont décidé de refaire une série télé qui allait ni plus ni moins raconter la suite de ce qui s'est passé dans Karate Kid. Et là où c'est très fort, c'est qu'ils ont récupéré les acteurs de l'époque. C'est-à-dire qu'on va retrouver Daniel Larousseau, qui a très très bien réussi sa vie, qui est marié, il est vendeur de voitures, etc. Enfin, il est plein de pognon, il a un garçon, une fille, il a vraiment réussi sa vie vraiment vraiment comme il faut. Et on va retrouver Johnny Lawrence, celui qui l'a battu en finale, le gamin qui était un salaud à l'époque, voilà, et qui lui a eu une vie mais de merde derrière. Il a tout paumé, sa femme, enfin c'est vraiment un paumé, enfin c'est un truc... il est vraiment dans une galère monstrueuse. Et assez rapidement, pour l'instant, il y a 2 saisons qui sont sorties, une 3e aura lieu, et assez rapidement dans la première saison, tu te rends compte que cette espèce de manichéisme du bien contre le mal, des gentils contre les méchants qui avait dans Karate Kid va voler en éclats. On n'est plus du tout dans une série qui est autant manichéenne. C'est-à-dire que tu vas te prendre d'affection pour ce Johnny Lawrence. Tu vas comprendre à un moment, tu vas dire, ouais, ok, il était comme ça quand il était gamin. Mais c'était un gamin. C'était vraiment un gamin qui était en même temps orienté, manipulé par son sensei d'une manière absolument dégueulasse. Et en fait, si vous voulez, le début de l'histoire, on va avoir ce Johnny Lawrence qui va
sentiché, on va dire, de son voisin, un petit garçon, et qui va lui apprendre le karaté. Et sur ses entrefaites, il va rouvrir l'école Cobra Kai. Mais une école Cobra Kai, alors évidemment, ça rigole toujours pas, mais on est nettement moins, on n'est pas sur une espèce d'école vraiment dégueulasse comme pouvait l'être celle d'il y a 34 ans. Et à côté de ça, on va avoir Daniel Larousseau qui voit à nouveau émerger les Cobra Kai et qui se dit putain ça craint quoi, et qui va de son côté essayer un petit peu de s'opposer à ça, mais c'est à chaque fois on a Larousseau et Lawrence qui se comprennent pas forcément, qui discutent pas forcément ensemble, il y a des histoires entre leurs gamins et ça marche super bien. Chaque saison a 10 épisodes et c'est absolument génial. Moi c'était Mister Yanda qui m'avait conseillé cette série quand la première saison était sortie, et je l'en remercie parce qu'elle est vraiment, vraiment géniale. Si vous avez l'occasion de vous la procurer, de la regarder, honnêtement, ça vaut le coup, parce que déjà, ça joue sur la fibre un petit peu nostalgique de ce qu'on a pu apprécier par le passé avec Karate Kid et ce genre de choses. Et en même temps, c'est vraiment, vraiment réussi. D'ailleurs, la première saison a vraiment été plus que salué par la critique. Ça a été vraiment un très très grand succès. Les notes un petit peu de partout sont absolument gigantesques. Ça fait partie vraiment des top séries de ces derniers mois, de ces dernières années. Et je vous invite vraiment à la regarder. Dramoun, si je ne te dis pas de bêtises, toi aussi tu kiffes Cobra Kai. Et ouais, j'aime bien Karate Kid. Karate Kid, c'est mon enfance, hein. C'est comme quand je regardais des films de Bruce Lee, quand je regardais des films de Jackie Chan et tout ça, quoi. Tu t'en fous, toi, tu veux voir les mecs qui se battent et tout, tu vois. Et tu veux voir de la bagarre, tu veux voir de la baston. Ah bah ouais. Et franchement, non, mais c'est clairement ça. Et en fait, moi, j'ai découvert Cobra Kai un peu de manière bizarre parce que je sais pas si les gens ont regardé, ont regardé la série How I Met Your Mother, mais dans How I Met Your Mother, il y a Barney euh, qui va interagir en fait avec William Zabka, qui est le mec qui joue Johnny Lawrence. Et en fait, il y a tout un monologue pour expliquer pourquoi c'est Johnny Lawrence le vrai Karate Kid et pas Larousseau. Et du coup, quand je regardais la série, je me suis dit, putain, ce qu'il dit, c'est pas con. C'est vrai qu'au final, en réalité, on se fait une fausse idée, c'est plus Johnny Lawrence, etc. J'ai rematé Karate Kid à l'époque, et Cobra Kai s'était un peu vendu en mode, ça te rétablit en gros la vérité, quoi, parce que t'es sur Johnny Lawrence, quoi. Et du coup, concrètement, franchement, c'est vrai, ça se vérifie quand même. Et c'est la nostalgie, parce que tu retombes vraiment sur les acteurs du film de 84, tu retombes sur la même ambiance, etc. Non, franchement, il y a un côté nostalgie, certes, qui joue sur la corde sensible pour les fans du film, Mais c'est mais sublimé. ça reste que c'est très bien joué, très bien réalisé, et c'est très prenant. Je crois que c'est 8 épisodes la première saison, 10. 10 épisodes, pardon. Ouais. Franchement, ça passe tout seul. Ça passe tout seul. Ah ouais, ça passe crème. Hein. C'est bien plus qu'un simple, c'est bien plus qu'un simple hommage. C'est réellement une vraie, une vraie suite. C'est une vraie série, Cobra Kai, quoi. C'est pas juste, on a voulu faire de la thune, quoi. Et d'après ce que j'avais pu lire sur Internet, t'avais ce qui était prévu en fait à la base, c'était vraiment de renverser totalement la situation, que Cobra Kai soit vraiment les gentils et que Larousseau soit le méchant. Et donc du coup, en fait, ils ont changé les plans pour faire un truc. Il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. Enfin, il y a pas de... C'est difficile d'avoir un vrai méchant, en fait. C'est de montrer qu'en fait, la rivalité que tu as quand tu es gosse, que tu es un gamin de 14 ans qui apprend le kung-fu, quoi, tu te retrouves, ça vaut plus rien quand tu as 40 balais, quoi. C'est histoire de te prendre conscience de ça, quoi. Qu'en réalité, ton enjeu de gamin de 14 ans, il vaut rien du tout quand tu es dans ta vie, quoi, tout simplement. On va dire c'est un peu ça le message en simplifié, quoi. Je vois qu'on a Jules qui nous demande si Miyagi est toujours en vie. Non, il est mort. Il est mort en 2005, si je dis pas de bêtises. Et je voudrais pas dire une connerie, ça vérifie, mais je crois que pour Karate Kid, il avait pris un Oscar. Du second rôle ou un truc comme ça.
Je suis pas Je, sûr. je sais il est mort au début des années, comment dire, au début des années 2000, mais Hmm. il a été nommé aux Oscars en tant que meilleur second rôle, mais du coup, il a pas eu. Ah, d'accord, il a juste été nommé. Ouais. Et ouais, Ce qui est après. déjà pas mal hein, pour un film comme ça, hein. Ah ouais, non, C'est mais carrément. c'est rare pour un film comme Karate Kid d'avoir des nominations aux Oscars. Carrément. Après, moi j'aime beaucoup, mais heu, ouais, je pense qu'il y a quand même aussi, ouais, beaucoup de la fibre nostalgique, qui joue, mais j'ai vraiment été surpris, ouais, bah, de la qualité du scénario, quoi. Et je pensais vraiment avoir un truc, bas du front, et en fait pas du tout. Ils ont surpris tout le monde, avec cette suite. C'était vraiment, vraiment excellent. Mais en fait, comment dire, il y a tout un côté où euh, beaucoup de, beaucoup de personnes restent avec l'idée que les séries YouTube Originals sont pas bonnes et que c'est juste en fait de la série divertissement. Mais sincèrement, euh, jetez un œil à beaucoup de séries YouTube Originals et vous vous rendrez compte que de un, il y a de tout. Il y a des séries qui sont très diversifiées avec comment dire, à la fois bah, genre Cobra Kai, des séries de SF, des séries d'anticipation, des choses comme ça, des drames et des comédies, voilà. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et quand on regarde quelles sont les personnes qui sont derrière ces séries, on se rend compte que il y a beaucoup de très bons noms, en fait, de très bons noms comment dire, du cinéma ou de la télé. Je prends par exemple, récemment, il y a la série Weird City qui est sortie, qui est une série un peu sous forme d'anthologie et qui est pilotée par Jordan Peele. Donc Jordan Peele, c'est le mec de Get Us et de Us qui a reçu l'Oscar il y a un an, quoi. Donc Mmh. c'est vraiment, enfin, et qui a repris notamment par exemple la quatrième dimension. Donc c'est vraiment des séries de manière générale qui sont plutôt qualitatives. Et on a vraiment toujours cette idée que, comment dire, bah, c'est YouTube, c'est une plateforme, on va dire, c'est une plateforme sans réfléchir et conneries comme ça. Mais les séries, en fait, YouTube, je dis pas qu'elles sont toutes bonnes, hein, c'est comme pour Netflix ou tous les trucs comme ça, hein, tout n'est pas bon. Mais il y a vraiment beaucoup de séries qui valent vraiment le coup d'être, comment dire, d'être regardées, hein. Il y a deux, trois drames, deux, trois comédies, deux, trois SF, etc., qui sortent vraiment du lot, hein. Donc, c'est vrai que ça souffre un peu de, comment dire, ça souffre de cette image qui est dure de leur enlever, quoi. Ouais, et puis c'est pas forcément évident aussi d'exister à côté de Netflix, hein, sans déconner, hein. Parce que moi, il y aurait pas eu Cobra Kai, YouTube Red, mais je connaissais pas, quoi. Enfin, c'était complètement passé sous mon radar. Après, je cherche pas forcément non plus énormément l'information. Mais moi, c'est vrai que j'en avais pas du tout entendu parler, hein. Ah oui, mais c'est ça. Et en fait, on a ce côté où il y a on a de plus en plus de plateformes, comment dire, de VOD. Mhm. Donc, comme ce soit Netflix, Amazon, etc. La liste, on est là pour 3 heures. Et aujourd'hui, le monde de la télé, aux États-Unis, si on enlève les chaînes publiques hein, qui vous font les séries en 24 épisodes, si on prend les chaînes payantes qui vous font toutes ces séries qui vont être en 10-12 épisodes, etc., aujourd'hui, on retrouve vraiment beaucoup de grands noms du cinéma. Et on peut se retrouver à avoir même beaucoup d'acteurs oscarisés et des réalisateurs oscarisés. Alors les Oscars, après, on interprète ça comme on veut, hein. Mais voilà, on a des très beaux noms qui viennent aujourd'hui sur les séries sous toutes leurs formes, que ce soit sur Netflix, que ce soit la télé payante américaine ou que ce soit sur des plateformes comme YouTube. Et sincèrement, bah, on a toujours ce côté où beaucoup de gens dénigrent la série, enfin les séries par rapport au cinéma qui est le 7e art. Mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous pouvez vous pencher, quoi. Voilà. Putain, tu vois, j'ai essayé de retenir les enseignements de notre précédent podcast où j'avais ouvert ma bière et comme un salaud à côté de mon micro et en plein milieu du podcast, t'entends un grand pchit. Là, j'ai essayé de l'ouvrir discret, loin. Eh ben non, hein. Jules, t'inquiète, il a entendu le pchit, hein. Alors lui, on va pas lui la faire, hein. Putain, je te dis que les bières, il doit pas simplement que les regarder dans les rayons, hein. Ça, il les connaît bien, les tourtelles. Fais-toi pas de soucis, hein. Putain. Ah, il aurait pu croire que c'était de la Kézak ou. Non, mes couilles, c'est une lef. Il connaît la marque, il est précis. Il est précis. Dis donc, mon petit lapin. Bon, on Ouais. n'a toujours pas de nouvelles de Spider-Man. Bah, non, mais blague à part, j'espère qu'il va bien parce que c'est qu'on n'a Ah, vraiment aucune nouvelle. Donc, on a vraiment, même nous de notre côté, en fait, on a zéro message, on a zéro réponse à nos trucs.
Ah ouais, Et là, rien. ouais, c'est un peu. Après, comme il nous disait, il avait de l'orage, donc c'est peut-être une coupure courant, internet ou quoi que ce soit. On va regarder quand même les infos sur Rémut pour voir s'il n'y a pas eu un tremblement de terre du coup dans le nord de la France, un truc sale. Non. Il faut savoir que Spider-Man, c'est celui qui avait la seule chronique comics. Oui, Du coup, oui, oui, oui. Et il allait nous parler du Manhattan Project. c'est ça. Voilà. Eh ben, vous pouvez vous la mettre sur l'oreille et puis vous la fumerez plus tard. Parce que ben, du coup, Allez, bah dans voilà, l'os. je vois qu'il y a notre Grégory qui est là. Grosse bise. Bonjour, première rubrique geek. Très très bon dessinateur. Je vous conseille vraiment d'aller checker sa page. Il fait des trucs de fou. Il a fait un Batman à Fred, de les comics de Fred, une petite dinguerie. Un truc de malade. Voilà, Grégory Ployer. Je vous invite à aller checker sa page. Un très très grand artiste et en plus, super sympa, un amour. Merci encore, Guy. On en est à peu près à 1 heure d'émission. Dis donc, Est-ce que ça serait pas l'heure de la question comics? dis donc, dis donc. Est-ce que ce serait pas le moment de vous faire gagner un petit poster, mes chouchous? Alors, on va vous poser la question. Hein, voilà, on essaie d'avoir une question qui soit en raccord avec notre débat. Notre débat, donc, on va parler des FF, évidemment du retour des FF, mais on va parler certainement aussi un petit peu plus des FF en général, parce que c'est une équipe qui me tient énormément à cœur. Et on a voulu vous poser une question en rapport avec cette série. Et la question est la suivante. Donc, le plus rapide à nous répondre sur le chat remporte un poster d'Arthur Adams. C'est un joli poster, hein, je vous le dis. Hein. C'est pas la merde pliée en 4 qui est pas encadrable. Non, non, il est enroulé. C'est du très très beau poster. On se fout pas de votre gueule, les amis. La question est la suivante. Dans les Fantastic Four de Mark Millar, comment s'appelle le maître de Victor von Fatalis? Voilà, on vous laisse un petit peu chercher. Là, normalement, il y a 2 écoles, tu vois. Ça commence par Bruce, ça finit par Wayne. Il y a 2 écoles. Il y a ceux qui courent dans leur bibliothèque en disant « Oh putain, je l'ai, je l'ai !» Et il y a ceux qui tapent sur Wikipédia en disant « Oh putain, c'est qui, c'est qui ?» Démerdez-vous. Et on veut. Ah non, ouais. J'ai rien à dire. On s'est posé la question et la première réponse qui viendra sera la bonne. Quel est le nom du maître de Victor von Fatalis dans le run de Millar et Hitch sur les Fantastic Four? Voilà, c'est ça la question. Le maître de Fatalis Millar, absolument. Alors après, on va pouvoir un petit peu avancer le temps que cette réponse... Bruce Lee. Non, Sébastien. C'est pas Bruce Lee. Quel dommage. Quel dommage, Sébastien. Ce serait beau en même temps. T'imagines? Dans un comics? Ah, mais c'est surtout, s'il fallait être raccord, il aurait fallu sortir Miyagi, justement. Tata Yo-Yo, l'homme invincible, Yoda. En même temps, il est bien le poster. Moi, je peux le garder. Hein. Ça me dérange pas. Mais bon. Alors, en attendant qu'il y en ait un qui nous sorte la Stéphanie de Monaco, la bonne réponse, on va essayer de commencer un petit peu ce Giscard, Chuck Norris. Ah, les gars, vous allez nous passer l'envie de faire des concours. Attention, il faut chercher. En réalité, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a ceux qui participent pas parce qu'ils sont en train de regarder et en train de checker. Et il y a ceux qui se sont dit c'est bon, ma chambre elle est déjà pleine de posters, je suis bon. Tranquille. Ouais. En même temps, franchement, Arthur Adams, bon, c'est un putain de dessinateur, c'est une folie. Ouais, on a mis, comment dire? Attends, Clyde Winkham. Laisse-moi voir. C'est pas le nom que j'avais dit tout à l'heure? Bah, on est bon là, non? Je crois que c'est lui. Hein. C'est très préparé la question. Alors attends, est-ce qu'on est en train de dire à tout le monde qu'on a préparé une question alors qu'on n'avait pas la réponse? Mon très cher monsieur Tusk, je te déclare gagnant. Bravo. Le maître de Victor von Fatalis était le marquis de la mort et son véritable nom est Clyde Wincham. Je ne sais pas comment le dire. Je te félicite. Tu as gagné un très très beau poster d'Arthur Adams sur The War of the Realms. Je t'invite à nous contacter sur Facebook, Twitter, voilà, tu nous files tes petites coordonnées et puis on t'envoie ça très rapidement, voilà, pour que tu puisses
l'encadrer. Mais je t'en prie, c'est un véritable plaisir. Voilà. On peut quand même le dire que on s'attendait pas à ce que quelqu'un sorte le nom ou le prénom, on s'attendait à ce que quelqu'un nous sorte le Marquis de la Mort. Ouais, c'est clair. C'est pour ça que Clyde Wincham, nous, on l'a vite oublié, en fait, et on pensait qu'il y en avait un qui nous dirait le Marquis de la Mort. Et non, en fait, ils nous ont zappé le Marquis de la Mort. En tout cas, bravo, monsieur Tusk, je te félicite. On va pouvoir passer au débat. Ma petite prunelle, mon lapin. Le débat, donc, les FF, après de trop longues années d'absence, sont de retour au sein de l'univers Marvel. Et on s'est interrogé, est-ce que les Fantastic Four sont toujours dans le cœur des lecteurs? Alors, pour vous recentrer un tout petit peu ça, donc évidemment, les Fantastic Four est une équipe qui a été créée en 61 par Stan Lee et l'immense, le regretté Jack Kirby, regretté aussi Stan Lee, hein, malheureusement. Donc, on peut se dire que c'est quand même une équipe qui a été assez maltraitée au cinéma, pour ne pas dire... ça a été très très compliqué pour eux, ça a été les premiers, enfin dans les tout premiers à être adaptés, et ça n'a pas forcément été facile, et le reboot a été tout simplement catastrophique, dégueulasse. Enfin, c'était vraiment compliqué pour les Fantastic Four. Et voilà. Et les droits appartenant à la Fox, alors est-ce que c'était la seule raison pour laquelle ils étaient absents? Je ne sais pas, ça on n'en sait rien, c'est de la pure spéculation. Le fait est que désormais, les X-Men et les Fantastiques rejoignent le giron de Marvel au niveau du cinéma, et on se rend compte que les X-Men se voient renvoyés entre les mains de Jonathan Hickman, et que les FF font désormais leur retour, et ce retour, c'est Dan Slott qui est aux commandes, et Sarah Pichelli qui est au dessin. Et donc Panini a mis en place une offre à 10 € il y a quelques jours, quelques semaines. Voilà, et évidemment, on s'est procuré ce tome, et on a essayé de le lire, et voilà. Alors, que dire? Est-ce que tu veux commencer, mon ami? Bah, les Fantastic Four, en fait, je pense que c'est comme, comment dire? C'est comme, beaucoup, c'est-à-dire que c'était une famille qui est quand même assez marquante dans l'univers, de Marvel, hein. Là, sans parler pour moi, qui a, quand même un gros passé, qui a eu des beaux noms qui sont passés dessus, hein, faut pas l'oublier. Et alors, il suffit de voir même les Millard, les Hickman et cetera, qui sont devenus des gros runs, hein, ou Byrne et cetera. Mais, en fait, moi, je vais surtout parler du coup de ce retour, de ce tome, du coup, qui est sorti à 10 € là par Dan Slott, heu, qui m'a en fait, moi, qui m'a personnellement m'a déçu. Parce que les Fantastic Four, bah, c'était, comment dire? C'est une famille que j'aime bien, dont les histoires j'aime beaucoup, avec des personnages qui sont quand même assez attachants, heu et qui ont beaucoup évolué. On peut reprocher à beaucoup de personnages de l'univers de Marvel, comme de DC, de ne pas évoluer, de rester, je pense à Spider-Man, de rester un peu des ados et de ne pas grandir et cetera et tout le tralala. Et pour le coup, les Fantastic Four, ce que j'ai toujours trouvé bon, c'est que c'était justement une famille qu'on a vu évoluer, enfant et cetera, et qui était vraiment, comment dire? Qui était vraiment, on va dire dans son époque, dans son temps, comme on utilise, souvent l'expression. Par contre, là, le retour, bah, je m'attendais à quelque chose, on va dire de la folie, quoi. On n'a pas eu une série, Fantastic Four depuis des années et des années. Que ce soit, comment dire? Que ce soit en comics, que ce soit, un bon film, que ce soit, comment dire? Même en fait, sous toutes ces formes, on n'a rien eu de bon avec les Fantastic Four depuis des années. Et je pensais que Marvel ferait quelque chose pour, comment dire? En grande pompe pour leur retour, et finalement, bah, je trouve que c'est plat, c'est pas trépidant, et j'ai l'impression en fait d'avoir fait des pas en arrière. J'ai pas l'impression qu'on soit un peu revenu avec une apothéose pour les Fantastic Four, ou quelque chose qui nous fasse vraiment sentir la continuité ou quoi que ce soit. J'ai le sentiment d'avoir fait un retour en arrière. Alors le tome, il est pas mauvais, mais c'est très lambda, quoi. C'est une série qu'on n'a pas vue, enfin, c'est une famille, et des héros qu'on n'a pas vus depuis des années, quoi. On n'est pas en train de ressentir une simple, histoire de Spider-Man ou de Batman ou de Superman ou quoi que ce soit, quoi. On parle d'une famille et de héros qu'on n'a pas vus depuis des années, et donc je m'attendais vraiment à quelque chose,
en grande pompe, quoi. Je m'attendais vraiment à quelque chose de fou. Et du coup, bah, j'étais frustré et j'étais déçu. Alors du coup, forcément, oui, quand on se pose la question: «Est-ce qu'ils sont toujours dans le cœur?» Moi, personnellement, oui, mais c'est pas cette série-là, moi, qui me donne, comment dire? Qui me fait plaisir et qui me fait du bien. Et j'en suis, frustré. Que te dire? Je vais essayer de pas être trop long et en le disant, je sais que je dis un mensonge. Je vous le dis tout de suite, ça risque d'être un peu long. Mais les FF, à titre personnel, c'est vraiment une équipe, pouah, mais que je surkiffe depuis toujours, en fait, parce que ça fait vraiment partie des tout premiers comics que j'ai lus, que j'ai découverts, et surtout, ça fait partie des premiers comics qui m'ont vraiment captivé, qui m'ont vraiment piqué au cœur. C'est-à-dire que pour moi, évidemment, bon, Hulk, c'est Hulk et je le kiffe, mais derrière les 4 Fantastiques, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et quand je lis un petit peu le chat, ça confirme un petit peu ce que je pense, c'est-à-dire qu'il y a un delta qui s'est fait auprès des lecteurs vis-à-vis des FF. C'est-à-dire qu'on a les anciens lecteurs, comme moi, ceux qui commencent à avoir un petit peu les cheveux qui tombent et des poils de barbe et de cul un peu gris, on est forcément attaché à cette équipe parce que c'est une équipe qu'on a vu évoluer dans les Nova, qui était vraiment présente dans des sagas, mais vraiment très très longues. C'était vraiment un feuilleton familial sur plusieurs années. Moi, j'ai vu passer c'est pour ça que j'ai voulu collectionner l'ensemble des Nova, parce que dans les Nova, eh ben, c'était la maison des 4 Fantastiques. C'était la maison des FF, et les FF, pour moi, c'est vraiment un truc très particulier. Alors évidemment, bon, il y a le travail de Stan Lee et de Jack Kirby, mais c'est pas forcément cette époque-là qui m'a le plus marqué. Mais moi, je suis un amoureux, mais raide dingue du travail qu'a pu faire John Byrne sur les 4 Fantastiques. Parce que John Byrne sur les 4 Fantastiques, c'est un run grosso modo de 6-7 ans, si je dis pas de conneries, et qui est tout simplement formidable. Formidable pourquoi? Eh ben parce que John Byrne. Parce que John Byrne au scénario, parce que John Byrne au dessin, parce que les dessins de John Byrne, mais comment tu ne veux pas être éclaboussé par autant de génie? Même encore à l'heure actuelle, quand tu regardes des dessins de John Byrne, c'est tout simplement magnifique. Après, juste je vous fais une parenthèse sur les dessins et sur John Byrne, là c'est vraiment un avis tout à fait personnel. Moi, ce qui me bluffe toujours, et pourquoi John Byrne fait partie peut-être de pas mon top 1, mais c'est vraiment, il est tout en haut dans mon cœur. Parce que ça fait partie de ces, il y a des dessinateurs qui dessinent excessivement bien. Il y a des dessinateurs qui dessinent bien et qui, en même temps, réussissent à donner de la vie au dessin, du dynamisme, du mouvement. Et John Byrne, putain, c'est ça, quoi. On a des planches où tu vois la chose, comment elle évolue, comment elle se bat, Mister Fantastique, la femme invisible, comment la torche humaine, elle bouge dans le ciel. Putain, c'est vivant. C'est vivant. Ce mec est un putain de génie. Et donc, forcément, pour moi, les 4 Fantastiques, c'est rattaché à cet immense dessinateur qu'est John Byrne, et je les surkiffe, et je les surkifferai toujours. Après, si je dois revenir sur le retour, moi, j'ai été déçu, évidemment. Alors déjà, j'aime pas énormément Dan Slott. Parce que, je sais pas, Dan Slott, voilà, j'ai pas lu le Silver Surfer, qui soi-disant est merveilleux. Mais voilà, moi, Dan Slott, comme je l'ai dit tout à l'heure sur Iron Man, c'est quelqu'un qui fait des départs. Ils sont lents, putain, c'est mou. Oh nom de Dieu. Et en plus, je trouve que c'est pas le bon scénariste pour les 4 Fantastiques. Parce que les 4 Fantastiques, on est face à une équipe qui est une famille. Et le concept d'avoir une famille comme super-héros, eh ben, c'est un concept qui marchait certainement bien dans les années 70-80. En 2019, les gens s'en foutent. Ils s'en foutent des 4 Fantastiques. Et il n'y a pas eu de récit vraiment marquant sur les 4 Fantastiques depuis trop longtemps. Et donc, ils sont sortis de la tête des lecteurs. Bon, alors, de la tête des nouveaux lecteurs, je t'en parle même pas. Et c'est pas le bon plan Dan Slott. Je vous fais un petit parallèle avec Hulk. Hulk est un personnage qui a été excessivement maltraité.
Mais quand tu regardes ce que Al Ewing et Joe Bennett sont en train de faire sur Immortal Hulk, là, je suis d'accord. Parce que tu as à la fois un scénariste et un dessinateur qui sont vraiment investis à mort sur l'œuvre. On a un Al Ewing qui connaît toute la mythologie de Hulk. Le mec, il a bossé à mort et qui est en train qui nous a déconstruit Hulk et qui est en train de nous le reconstruire. Et ben c'est ça qu'il nous faut sur les 4 fantastiques. Il faut oser le pari de se dire qu'aujourd'hui, les 4 fantastiques, eh ben, ils sont à la ramasse. Et il faut essayer de conquérir le cœur des lecteurs, le cœur des nouveaux lecteurs. Parce que je suis convaincu, quand tu regardes la caractérisation de chacun des personnages, je lis en même temps des trucs sur le chat, putain, vous me coupez les pattes avec vos conneries. Quand je vois ce qui est fait sur, je sais plus ce que je voulais dire. Quand je vois Dan Slott, ce qu'il fait, c'est beaucoup, c'est timoré, c'est lent. Il galère à la fois à essayer de les faire revenir et de les faire revenir d'une manière un peu coconne. Les dessins de Sarah Pikeli, dis donc, Sarah, putain, Sarah, tu sais faire bien mieux que ça. Mais bien mieux que Ah ça. bah, c'est vraiment pas une Sarah Pikeli au top de sa forme. Ah non, elle job. Enfin, je sais pas, elle est venue prendre son chèque, quoi. Alors, c'est très bien, mais quand tu as envie de relancer un titre comme Les 4 Fantastiques, je pense qu'il faut oser. Il faut oser donner ce titre à quelqu'un qui aime Les 4 Fantastiques, quelqu'un de jeune et quelqu'un qui a une vision sur le long terme. On discutait tout à l'heure des runs qui ont été, entre guillemets, ces dernières années un petit peu marquants. J'ai relu pour l'émission, du coup, c'était l'objet de la question, le run de Millar et de Brian Hitch. Est-ce qu'on peut appeler ça un run? Sans déconner, c'est un arc, 2 arcs à la limite. Il y a quoi? Il y a 12, 13 numéros, 13 épisodes. C'est très bon. Si vous avez l'occasion, c'est en Marvel Icons, c'est réédité en Marvel Icons, je vous le conseille. Pour ceux qui connaissent pas les 4 fantastiques, je pense que c'est quelque chose de très très sympa qui peut permettre une première approche du titre. C'est du Mark Millar, c'est du Brian Hitch, c'est particulier, mais putain, ça fait le job. On peut pas dire qu'en 12 ou 15 numéros, il a révolutionné quoi que ce soit. Après, on a du Jonathan Hickman qui arrivait tout de suite derrière. Et là, c'est une partie que je connais nettement moins. Et celui qui était censé vous en parler, bah, il est pas là ce soir. Il est pas là. Il est mort. Je dis ça, déconne pas. Faudrait pas que. Pourquoi on n'a pas de nouvelles? On n'a pas de nouvelles, donc on est inquiet. Mais enfin voilà. Alors je vois pas pourquoi. Jules, il nous dit j'ai mon et Mich. Ça y est. On en est à 4 émissions. On est devenu intime. Qu'est-ce qui lui est arrivé? On ne sait pas, voilà. Mais bref, ils sont cons, je te jure. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, je pense très sincèrement que c'est le principal problème, c'est que les 4 fantastiques, on n'aurait pas dû les confier à Dan Slott et que Marvel devrait vraiment se rendre compte d'un truc, c'est que les films ont saccagé un petit peu l'image des 4 fantastiques et il faut vraiment reconquérir le public. Mais si on se penche un tout petit peu sur ce que sont les 4 fantastiques à l'origine et l'importance qu'ils ont eu dans l'univers Marvel, c'est quand même dingue. La zone négative, explorateurs, découvreurs, c'était quand même une famille qui était un petit peu les gardiens des menaces du cosmos qui pouvaient arriver sur Terre. Enfin, c'était vraiment, vraiment du lourd. Dans les ennemis emblématiques qu'ils ont eus, bon, alors il y a l'homme taupe. Alors ça aussi, c'est un truc, putain, à un moment ou à un autre, t'as l'impression que quand quelqu'un reprend les 4 fantastiques, il se sent obligé de parler de l'homme taupe. Oh, ne vous sentez pas obligé de parler de l'homme taupe. C'est bon, c'est vieux, c'était pourri. Hey, l'homme taupe, c'est pas ma cam, moi. Mais qui dit les 4 fantastiques dit Fatalis, Annihilus, Galactus, Namor, les Skrulls, l'incroyable Hulk. Enfin voilà, il y a quand même une galerie de méchants. Terrax, qui était absolument dingue. Il y a moyen, quand tu vois les caractères propres de ces personnages, il y a quand même moyen de faire des histoires, mais absolument dingues. Absolument dingue. Enfin, voilà, c'est vraiment un gros regret de voir cette série confiée à Dan Slott. Alors, Après, Dan Slott, c'est pas si incohérent que ça quand on voit le run qu'il a réussi à faire sur Silver Surfer, quoi. ouais, mais moi je l'ai pas lu.
Parce que le Silver Surfer de Dan Slott, il est réellement bon. Je crois que j'ai vu quelqu'un passer dire que son Silver Surfer est bon. Je crois que c'est peut-être KF Comics. Enfin bref. Son Silver Surfer est très bon et en plus, il dépeint une superbe histoire d'amour, etc. Par contre, je pense qu'en fait, comment dire, l'écriture de Slott, elle est peut-être pas faite pour un récit en équipe. Parce que tu le vois, il arrive pas à traiter en fait les quatre de la même manière et on va dire avec la même importance. Et enfin, sincèrement, moi, quand je l'ai lu le truc, j'avais le sentiment que limite, tu t'es pas en train de lire les 4 fantastiques, tu es en train de lire les 2 fantastiques, ou voire des fois le 1 fantastique. Enfin, ça paraît tout bête, mais il n'arrive pas à donner la même importance à tous les persos et il n'arrive pas enfin, comment dire, à se concentrer sur tous les persos. Et c'est ça qui me gêne en fait dans le bouquin. C'est ce truc-là. Après, Ouais. le choix quand tu vois, comment dire, quand tu vois son Silver Surfer, c'est vrai que tu pourrais te dire, bah ouais, un titre un peu, on va dire, avec enfin, un titre qui est un peu cosmique, etc., avec une équipe cosmique, etc., enfin, quand on rentre dans tout ce qui est Silver Surfer, Galactus, Fantastic Four, etc., c'était pas forcément cohérent, mais je pense qu'il n'est pas fait, enfin, moi, mon sentiment, il n'est pas fait pour les récits d'équipe. Bah, après, on a KF Comics. Alors, j'en profite. Toujours le petit instant promo des copains. Je le dis à chaque fois, mais c'est pas grave. Si vous ne connaissez pas, alors évidemment, KF Comics, c'est une chaîne YouTube, mais il a surtout un podcast, les GG Comics, une fois par mois. Une petite merveille. Un podcast à écouter absolument. Voilà. C'est le petit instant pub. Et il nous dit pourtant, Slott a écrit les Mighty Avengers et c'était mortel. Eh ben, j'aime pas Slott. J'aime pas Slott. Après, Il me après, saoule. il y a aussi ce côté où bah, c'est purement personnel. On a tous des, comment dire, on a tous enfin, des écrivains, des scénaristes, des choses comme ça qu'on aime et qu'on n'aime pas. C'est tout bête, hein. Moi, je trouve que le run Hickman, j'adore le run Hickman, j'adore Hickman, mais Hickman, c'est un mec où si tu t'accroches pas, dans beaucoup de ses récits, hein, pas forcément que les Fantastic Four, mais dans tous ses récits, si tu t'accroches pas, tu es très vite paumé. Il te lâche en cours de route. En plus, Hickman, c'est spécialiste pour pas finir ses séries et les finir X temps après, ça s'étale, il y a du retard, etc. Et voilà, après, il y a des scénaristes qui font des séries qui sont on va dire, plus dans l'efficacité, qui sont moins dans la construction de quelque chose de grand, etc. C'est peut-être ça, quoi. Je suis comme toi, hein. Moi, je me retrouve moins dans l'écriture de Slot. Mais voilà, quoi. Alors, il y a deux trucs. Il y a Marvelous San qui nous demande des conseils pour bien découvrir les FF. On va y revenir tout de suite derrière. Mais je veux juste revenir sur le truc de Slot. Alors, je peux vous paraître mais totalement maso. J'ai pas du tout aimé ce premier numéro et pourtant, je vais continuer la série. Je vais continuer la série pour deux raisons. La première, c'est que j'aime les 4 fantastiques et j'ai envie de voir comment ça peut évoluer, tout simplement parce que, comme on l'a dit, Slott est quand même un habitué des départs un petit peu lents, un petit peu bourbiers, et peut-être que la suite peut être beaucoup mieux. De ce que j'ai pu voir un tout petit peu en VO, en pointillé, parce que j'en ai acheté un ou deux, on va avoir le retour de Fatalis, on va voir passer Galactus, j'ai envie de voir un petit peu comment il peut jouer avec ses personnages et comment il peut essayer. Je veux voir. Je veux laisser une chance au titre et je pense que Slott, il faut non seulement lui laisser une chance, mais une chance sur le long terme. Et l'autre raison pour laquelle je veux acheter ce bouquin, c'est que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de clients pour les 4 fantastiques et que si personne ne l'achète, ça va se casser la gueule définitivement, tu vois. Donc bon, j'ai quand même envie de l'acheter pour soutenir un petit peu le titre et montrer mon amour pour les 4 fantastiques, ni plus ni moins. Et on va voir un petit peu dans le temps ce que ça va donner. Alors l'autre info que je voulais donner, on a contacté Panini pour leur poser des questions à propos de ce titre-là. Et ils ont eu la gentillesse d'y répondre. On leur a posé en fait 3 questions. La première question, c'était en gros, quelle était la raison pour laquelle le titre avait été mis à 10 €. Est-ce que c'était parce qu'on pensait qu'il y avait quand même un désamour du public autour des FF et que c'était vraiment pour inciter à découvrir cette série. Et donc, ils nous ont répondu
En gros, hein, c'est-à-dire que c'était un faisceau de raisons qui les ont conduits à faire cette proposition à 10 euros, notamment le traitement effectivement qu'ils ont subi au cinéma et pour essayer de faire découvrir au maximum la série. D'après ce qu'ils nous ont dit, cette stratégie a plutôt été payante puisque tous les stocks ont quasiment été écoulés et qu'ils vont certainement devoir lancer une réimpression du tome 1. Ouais, Donc c'est il plutôt... va être en réimpression. Je crois voilà. qu'ils l'ont annoncé, ils l'ont annoncé il y a pas Ouais, longtemps. c'est fait. Donc ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. L'autre question qu'on a posée, et là c'est vraiment le vieux lecteur qui parle, quid des récits mythiques des FF? Parce que si on regarde à la fois ce qui est disponible à l'heure actuelle chez nos libraires autour des FF, ouah, c'est vache maigre, mais un truc de dingue, hein. Et on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Le run de Hickman, ils ont fait un Deluxe, ils ont fait un deuxième Deluxe, et si je ne dis pas de bêtises, le troisième Deluxe est pas sorti, et il n'y a pas la fin en fait du run de Hickman en Deluxe. D'après ce que ça, c'était plus Spider-Man qui aurait pu nous le dire, mais il n'y a pas l'intégralité en Deluxe, et puis de toute façon, c'est plus disponible. Il nous reste le Marvel Icons des 4 fantastiques par Millar et Hitch, mais voilà, moi il y a vraiment un truc qui me tiendra à cœur quand je regarde un petit peu les omnibus VO, je vois des omnibus, il y a 2 omnibus Fantastic Four par John Byrne, putain les mecs. Les récits de John Byrne sont sortis en intégrale, je crois. Non, ça va bientôt sortir en intégrale, Ça va mais bientôt sortir en après, intégrale, pardon. voilà. Mais alors bientôt, c'est pareil, c'est que le rythme de publication des intégrales pour les FF, ça reste quand même, c'est long parce qu'il n'y a pas beaucoup de clients, ni plus ni moins. Et donc, ils se posent la question, enfin, clairement, ils nous ont répondu non, on va pas rééditer quoi que ce soit pour l'instant, parce que déjà, on arrive au niveau des intégrales sur la partie de John Byrne, donc ça va sortir à ce niveau-là. Mais si les ventes commençaient à être intéressantes au niveau des 4 fantastiques, on se poserait la question d'une réédition dans un autre format, d'autres trucs. S'il y a une clientèle, ils le feront. S'il n'y a pas de clientèle, eh ben, ils ne le feront pas. Ils resteront sur les intégrales. Ni plus ni moins, voilà, ça se joue là. Et l'autre question qu'on a posée, c'est le truc qui m'avait piqué les 2 yeux. Et Panini, je crois qu'ils m'ont regardé avec des yeux comme ça, de me dire, mais c'est qui ce psychopathe qui nous casse les couilles avec cette question? Moi, j'ai remarqué que dans le bouquin de Dan Slott, on ne fait pas référence au FF, on fait référence au QF. Et moi, depuis Lug, Semic, Panini, tout ce que tu veux, moi, c'est pas les QF, c'est les FF, les Fantastic Four. Et là, moi, quand j'ai vu marquer QF, mon cœur est sorti de ma poitrine. J'étais atterré. Je disais, putain, mais non. Sur la couverture, c'est marqué les Fantastic Four, c'est pas marqué les 4 Fantastiques. Même si dans le récit, on parle des 4 Fantastiques, mais les QF, oh putain, ça m'a flingué. Voilà. Alors, du coup, ils m'ont pas plus répondu que ça sur cette question. Moi, je me demandais si c'était une liberté au niveau de la traduction, ou bien si c'était véritablement un choix éditorial. Je pense qu'en fait, ils n'ont pas plus fait gaffe que ça, et que, bon, ma foi, les QF, ils n'ont pas trouvé ça détonnant. Et puis, bon, c'est les QF. Alors, j'ai cherché, hein. J'ai cherché, et dans le run de Millar, que j'ai dans les Marvel Icons de l'époque, dans les kiosques, tout le début du run de Millar, on les appelle les FF. Il y a une fois où ils sont appelés les QF. Et après, honnêtement, dans Hickman, j'ai pas regardé. Moi, les QF, ça me trouve le cul. Moi, je trouve ça nul à chier. C'est comme si demain, on enlève les X-Man et qu'on les appelle les hommes X. Non, putain, non, normalement, c'est les FF. Bref, je pense que ça doit embêter que moi. Donc, bon, ça restera certainement que les QF. Et sinon, voilà, le problème, c'est ça, c'est pour conseiller des titres, des 4 fantastiques qui sont sortis à l'heure actuelle chez Panini, c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas grand-chose. T'as pas grand-chose, et puis tout ce qui... Alors déjà, tout n'est pas disponible, et puis ce qui est sorti, genre je pense au run de Hickman, enfin, il est pas facilement accessible non plus, quoi. Donc, enfin, c'est pas... c'est assez spécial. Après, je pense que, comment dire, ouais, ce premier tome à 10 euros, ça peut être... Moi, j'ai pas plus apprécié que ça. Par contre, ça peut être une bonne porte d'entrée, comment dire, pour les amateurs, pardon, pour les novices. Donc,
À voir, hein, c'est assez spécial. Après, ceux qui n'ont pas froid aux yeux, en fait, lancez-vous sur Van Dyckman. Mais après, voilà, Bah, faut le faut trouver. savoir que, ouais, de un, faut le trouver, ce qui n'est pas évident. Et de deux, bah, on le sait, Hickman, quand il voit la définition du mot facilité, il rigole. Donc, c'est ça qui marche pas, hein. Et par contre, je voyais la remarque sur le prix du tome, parce que ouais, le tome 1, il est à 10 euros. Il y a je sais pas qui demande si la suite sera 10 euros. Je pense pas, hein. Je pense que Non, 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 c'est juste 17. une opération passagère de Panini, comme fait Urban, quand a lancé des nouvelles séries juste à 10 euros on va dire, pour tâter le terrain, quoi. Oui, et Et puis pour vendre un maximum, essayer de multiplier les chances de conquérir bah ouais, un nouveau lectorat, ni plus ni moins. Ils vont faire ça, donc, comme c'est dit sur le chat, avec Conan. Aaron ouais, et Sadribic, hein, c'est ça? non, non, c'est Aaron et ah putain, je sais plus son nom. T'es sûr que c'est Oh, pas Sadribic? oh, c'est oh. Ah voilà, maintenant je me pose la question. Ah, c'est horrible. Enfin bref. Mais du coup, je pense que c'est vrai on l'a très vite, on l'a très rapidement évoqué. Je pense que il faut pas oublier que Panini Mahmoud Asrar. passe, c'est ça, passe après, Prestigieux. après des films, comment dire? Bah, des films qui étaient pas top, des films qui étaient moyens. Bah, les Donc, deux premiers, ça passe. bah, franchement, le premier, c'est un bon divertissement. Moi, le deuxième, j'ai encore les images numériques du Silver Surfer en tête qui sont assez, qui faisaient mal aux yeux. Mais, et le troisième, enfin le troisième, Oh, mais alors enfin le l'autre troisième, machin, alors ça, c'est la merde. on Mais du nous a coup, fait caca dans les yeux, le troisième. et c'est ça. Et le truc, c'est qu'il faut voir que le lectorat, quand tu leur dis Fantastic Four, ils ont en tête ces films qui sont sortis, certains qui sont sortis lors de leur adolescence, jeunesse, hein, bah, pour toutes les personnes qui ont entre 25 et 35 ans, c'était ça, quoi. C'est qu'il y a un film qui est sorti lors de l'adolescence, adolescence, jeunesse, jeune adulte. Donc forcément, c'est devenu une sorte de référence. Et passer après ça, bah, ces trucs. Et oui, bah, je vois Samy qui parle du premier film, et c'est vrai que oui, mais le truc, c'est que le premier film de 94, il a pas la même notoriété. euh, et tout le monde Il tout n'existe le monde en parle pas. pas. Bah, le film de Ce 94, film est sorti de l'espace et du temps. bah, est-ce que Comme le d'ailleurs, troisième, le dites, dernier. dites-nous sur dites-nous sur le chat qui a encore souvenir du film, comment dire, du film de 94. C'est un Ben, film qui est sorti comme ça. Il a fait un peu parler, mais aujourd'hui, on je n'en sais parle même pas plus. s'il est C'est une référence, trouvable. hein. Je sais même pas s'il est trouvable illégalement. Si, illégalement, si, illégalement, je pense. Sérieux? Ouais, ouais. Bah, après, peut-être parce que moi, j'ai pas mal d'oncles aux États-Unis. Et non, mais oui, mais je comprends le truc. Mais du coup, les gens, quand on leur parle FF en termes de film, ils pensent pas de toute façon à celui de 94. Ils parlent à celui, c'est quoi? C'est Ah, 2005 ou 2006, ouais. celui d'après. Et forcément, passer après ça, c'est pas évident. Je suis désolé. Imaginez comment dire, des nouveaux lecteurs qui seraient arrivés, comment dire, sur Spider-Man après avoir vu une trilogie de Sam Raimi qui aurait été nulle à chier, par exemple. Ah bah, je peux vous dire que pareil, hein, les mecs pour les ramener sur Spider-Man, après, Panini aurait ramé, hein. Donc, c'est toujours particulier, il y a toujours ça, hein. Il y a un facteur de raison, hein, qui ont fait que ça a été compliqué sur les dernières années, sur les FF, la Fox, le désintérêt des lecteurs, le peu d'investissement finalement de scénaristes qui ont vraiment été là sur du long terme. Voilà. Et puis après, ils ont pris une direction aussi de plus en plus éloignée de ce que les FF étaient à l'origine. Et je pense que c'est devenu bah ouais, véritablement de plus en plus compliqué de les faire aimer. Et petit à petit, bah, la base de lecteurs s'est restreinte. Et là maintenant, ça devient ouais, bah, carrément compliqué. Bah, En parce tout que cas, on a vu, comment dire? alors Oh, Mathieu n'est Mathieu pas est mort. vivant. Oh là là. En fait, on a vu une certaine mouvance qui s'est faite chez Marvel. Quand chez DC, on va dire Superman, Batman et Wonder Woman sont restés un peu la colonne vertébrale de DC. Chez Marvel, il y a eu une certaine mouvance, il y a eu une grande période, du coup, qui a pu être avec les X-Men, qui a pu être avec les Fantastic Four, etc. Et Captain America. Et, euh, et après, maintenant, on s'est dirigé vers
moi, mon sentiment, c'est vers la fin des années 90, début des années 2000, avec, avec une colonne vertébrale, en fait, qui a changé avec, des comment dire? Des appuis qui sont faits plus sur des séries comme, par exemple, Avengers, plus que sur les X-Men. Des personnages, voilà, des personnages qui ont pris plus d'importance que d'autres. On se rend pas compte, mais au final, comment dire? Bah, les X-Men ont pas été délaissés non plus, mais c'est pas pour rien qu'il y a qu'aussi beaucoup moins de bonnes séries X-Men depuis pas mal d'années qu'Avengers ou qu'Avengers, par exemple, quoi. Donc je pense qu'il y a eu aussi il y a une sorte de mouvance qui a eu lieu chez Marvel à la fin des années 90, début des années 2000, à mon sens, hein, c'est mon avis à moi, et que c'est aussi de là que, comment dire? Bah, que les Fantastic Four en ont un peu, ont un peu subi. C'est c'est mon ressenti. Moi, j'ai envie de dire, voilà, les FF, ça reste génial et donnez-leur une petite chance. Donnez-leur une petite chance. S'il vous plaît, Panini, s'il vous plaît, les lecteurs, ne les laissez pas mourir. C'est, mais sans déconner, j'ai quand même confiance, déjà parce que je suis un très très grand optimiste. J'ai confiance pour la suite. Et puis à un moment donné, bon, maintenant, ils sont, ouais, téléphone qui sonne, c'est moi, désolé, putain. Alors ce soir, on est en dessous de tout, hein. Sans déconner, hein. Le téléphone qui sonne, Mathieu qui est pas là, les fouets dans les niais. Eh ben putain, on n'est pas bon ce soir, mais bon, c'est pas grave. Ouais, Vous pourrez lyncher Mathieu sur les réseaux sociaux si vous voulez. normalement, il va essayer de revenir. Il va essayer. Il va essayer. Voilà, on va voir. J'ose espérer que la suite de Slot sera meilleure. Et puis de toute façon, maintenant qu'ils sont. Alors a priori, c'est Spider-Man qui a fait tomber tout le réseau de l'Alsace-Lorraine. On le saura. Mais qu'est-ce que je disais, moi? Je me coupe tout seul avec mes conneries. Oui, maintenant qu'ils sont de retour, les FF, bon, Dan Slott, à un moment ou à un autre, il va bien finir par casser sa pipe, comme tout le monde. Il va bien finir par lâcher le titre. Et à un moment ou à un autre, on aura forcément quelque chose de beaucoup plus sympa sur cette famille absolument géniale. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ce débat? Bah, c'est à peu près tout. Enfin, moi, j'ai le sentiment qu'on a fait le tour. Parce que vous avez des questions sur Ouais, les n'hésitez pas, Fantastic hein. Four ou si vous avez des remarques. Je sais pas si certains d'entre vous ont été tentés du coup par le tome à 10 euros. Et le premier chapitre était même dans le fascicule FCBD de Panini cette année. Enfin, le premier chapitre. La moitié du premier chapitre, mais qui donnait une mini mise en bouche. Après, je sais pas si 10 pages sur 120, c'est une bonne mise en bouche, mais Il y a c'était cool, quoi. Jules qui nous dit peut-être que Tom King va finir par se libérer. Il se murmure qu'il va quitter Batman. Alors Ouais. franchement, c'est bon Tom. Vas-y, reste chez DC, parce que si c'est pour venir nous faire encore 4 fantastiques complètement dépressifs, ça va quoi. Autant tu me fais rêver sur Mister Miracle, autant c'est bon quoi. Tu vas pas venir nous emmerder sur des 4 fantastiques avec des FF qui vont vouloir s'ouvrir les veines. Non, c'est bon, laisse tomber. Bah voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour du coup de ce magnifique petit débat. Vous pensez pas que le retour des FF est saccagé par leur départ il y a quelques années? Le départ, c'est, je pense, c'est pareil. Je pense que c'est un faisceau de raisons qui font qu'à un moment donné, ils sont partis et qu'il a fallu les faire disparaître. La Fox, le désamour des lecteurs, voilà. Le problème, c'est pas tellement le départ, c'est la manière dont ils reviennent. Et là, pour l'instant, le retour, voilà, c'est parce que des héros qui partent, qui meurent, il y en a plein. On regarde Hulk qui était mort dans Civil War 2 et son retour, pourtant, il est vraiment très très bon. Donc c'est surtout les billes que tu mets en place pour. Voilà, je suis désolé, mais Spider-Man n'arrivera définitivement pas à nous rejoindre ce soir. Les FF, ça pâtit de tellement de choses. Ça pâtit des histoires de droit, ça pâtit à cause des films, des ceci, des cela. Il y a quand même aussi un côté autour des FF qui est devenu plus politique que, comment dire, plus politique et édition que vraiment comics en soi. C'est assez spécial, hein. Ça a fait beaucoup, comment dire, beaucoup parler et c'est un peu, je pense que c'est aussi ça qui a peut-être aussi détruit les FF en partie, hein. Non, puis C'est comme que le souligne Flo, c'est le côté famille, c'est nécessairement, je pense, compliqué à notre époque. De faire adhérer les gens sur un comic, sur une série de super-héros,
ouais, où les protagonistes sont d'une famille. Déjà, c'est pas commun, mais entre les mains d'un bon auteur, encore une fois, je pense qu'il y a moyen de faire des choses très très bien. Mmh. Ah bah, clairement. Après, en fait, moi, sa réflexion que je me faisais la dernière fois, c'est que, ces derniers temps, dans les comics, chez Big Two, on est de plus en plus vers des menaces de plus en plus grosses, de plus en plus, conséquentes, de plus en plus, comment dire? Genre extraterrestres, qui viennent de loin et cetera et qui sont de plus en plus démesurés et la der et c'est ce que j'étais en train de me dire, c'est que maintenant, il y a beaucoup de séries qui sont plus dans la course à avoir la plus grosse menace, la menace la plus fat et la plus folle que, dans beaucoup de récits, je trouve qu'on délaisse les relations entre les personnages et que ce soit famille, équipe, personnage solo ou quoi que ce soit, je trouve qu'on délaisse les relations entre les personnages depuis quelque temps maintenant. Mais c'est peut-être mon ressenti. Après, je lis pas tout, hein, je suis pas un malade. Non, non, mais c'est pas du tout déconnant quand tu regardes les Avengers avec les Célestes. De l'autre côté, tu avais quelque chose qui était à peu près pareil du côté de chez DC, mais là, j'ai complètement laissé tomber. Ça, je l'ai pas du tout lu. C'est un peu ça. Après, le problème, c'est que la menace, c'est pas tellement le problème, c'est savoir. Je trouve qu'elles sont souvent trop vite amenées. Et là, typiquement, dans le truc de Slot, le méchant là, du premier arc, je ne sais même plus qui c'est, quoi. Enfin, on s'en fout. C'est totalement anecdotique. C'est trop vite monté. C'est aussi vite arrivé, aussi vite oublié. Voilà. Et l'autre truc que je voulais dire, la suite, on a le mariage, et alors là, c'est pareil, je pense que ça va être le tome 2 des FF, ça, à mon avis, ça va être très compliqué. Parce que le mariage, là, pour le coup, je l'ai acheté en VO. Je voulais l'avoir. Je l'ai lu. Oh la vache! Oh, que c'est chiant. Mmh. Il est nul, Et bah, nul, nul, nul. pas mal de gens faisaient des retours sur les réseaux sociaux, qu'à partir du troisième arc, ça devenait sympa. Après, Ouais. est-ce que c'est vrai? Je peux pas, enfin, je sais pas. Enfin bref, on a fait le tour. Il y a Jules qui nous dit: filez-moi un bout de nappe, on va l'écrire le scénar. Bah, tu sais quoi, franchement, C'est parti. c'est con que j'ai pas de nappe, gros. Parce que sinon, on y allait. Hein. On était parti, on le faisait. Bon, je pense qu'on peut clore ce débat et puis inviter tout le monde à ne pas oublier les FF. Faites-vous votre propre avis sur ce tome qui est encore à 10 € pendant quelques temps. Si je dis pas de bêtises, il y a KF Comics, KFC Comics KF Comics qui nous le soulignait tout à l'heure. C'est une opération promotionnelle qui a une durée dans le temps qui est limitée. Donc 10 balles pour se faire son avis, c'est pas forcément non plus ouf, mais je vous en prie, faites-moi plaisir, n'oubliez pas les FF, ne les oubliez pas, on les aime. Est-ce qu'on passerait pas à nos futurs achats? Ah bah si, allez, c'est parti. Je te laisse la main, mon ami. Alors Qu'est-ce que qu'est-ce tu que vas j'attends acheter? alors déjà, ce que j'attends déjà en termes de série, il y a la saison 2 de Dark qui va sortir que j'attends et il y a la saison 3 de Légion. La saison 3 de Légion, c'est sur, comment dire? C'est sur en gros, le fils de Charles Xavier et cetera et franchement, moi, j'aime beaucoup cette série, j'accroche énormément parce que J'ai- j'accroche vachement à la réalisation et il y a Toy Story 4 qui va sortir. Toy Story, les gars, Toy Story, c'est mon enfance. Moi, j'ai grandi avec l'idée que quand j'étais pas là, mes jouets, Grandi, ils tu fais paraissaient. quand même qu'1,59 m. Ouais, mais ça, c'est un autre débat. Mais non, mais moi, j'ai grandi avec l'idée que quand j'étais pas là, mes jouets, ils parlaient entre eux et ils vivaient des aventures, quoi, tu vois? Moi, je trouvais ça fou et j'adorais le concept de Toy Story à l'époque et j'adore toujours le concept de Toy Story et j'ai vu le 1, le 2, le 3 et j'irai voir le 4 parce que j'aime beaucoup Toy Story et en termes de lecture, il y a le sixième tome d'Akira qui sort chez Glénat Manga, qui sort aujourd'hui. On va dire, c'est la version originale définitive. C'est la version qui est notamment travaillée directement avec Otomo. C'est aussi pour ça que ça a pris beaucoup de temps, que ça a pris du retard. C'est que il est très pointilleux. Et du coup, moi, j'adore Akira. Hein. Akira, ça rentre dans mes classiques, tout type de lecture confondu, tout œuvre du 9e art, etc. Moi, c'est un de mes chefs-d'œuvre à mon goût
comment dire, qui ait pu sortir. Il y a le tome 2 de Scott Pilgrim qui sort chez iComics, donc pareil aujourd'hui. Et ça, j'en entends parler depuis je sais pas combien de temps, mais je n'ai jamais lu Scott Pilgrim, et je vous avoue que quand je vois la couverture, alors Ah bah, non. c'est spécial. C'est vrai que le style de Brian Lee O'Malley est un peu particulier, mais ouais, moi c'est un comment dire, c'est un comics que je trouve très bon, quoi, qui nous parle vraiment au final, on va dire d'une belle histoire d'amour, etc. Et moi je trouve ça très bien, c'est assez dynamique, etc. Enfin, moi j'aime beaucoup Scott Pilgrim et perso je suis un peu déçu de la comment dire, de l'édition pour cette comment dire, pour cette forme un peu de luxe chez iComics, mais bon, Mm. elle fait quand même très bien le taf, donc du coup, je prendrai aussi le tome 2 et le tome 3 de Hillbilly, qui était une petite découverte chez Delcourt, qui est par Eric Powell. Eric Powell, c'était l'auteur derrière The Goon, et bah, j'étais tombé dessus par hasard, en fait, pas par hasard, parce que j'ai vu qu'il y avait écrit Eric Powell, donc moi j'ai dit j'aime Eric Powell. Et ça fait très bien le taf. C'est du bon divertissement et franchement, c'est très bon. Voilà. D'accord, bah écoute, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal, c'est même très bien. Alors moi, pour ma part, je me suis arrêté jusqu'au 3 ou 4 juillet, hein, parce que grosso modo, après, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va vous faire une dernière émission, mais on va en reparler à la fin. Moi, vraiment, là, tout de suite, en début de mois, bon, bah évidemment, il y a le softcover Avenger, le 6, qui m'intéresse. Parce qu'il y a la suite des Avengers avec Namor, et j'ai envie de savoir. Alors, je sais pas si on aura du Thor, du Captain America ou du Iron Man, mais dans tous les cas, j'ai envie de poursuivre ces petites histoires. Vraiment, ce softcover, je pense que ça vaut le coup. Voilà, tous non, clairement. 7,50, bien sûr, ça fait mal au cul, grave. Beaucoup trop à mon goût, mais voilà, je pense que ça reste le softcover qui pour moi est le plus qualitatif. Et pourtant, c'est vrai que, enfin là, vous pouvez pas voir, mais ma bibliothèque peut en témoigner. Mon Dieu, que j'ai aimé et que j'aime les kiosques, c'est vraiment le format de prédilection. Et malheureusement, bon bah déjà il y en a plus ou quasiment plus. Et puis bon bah maintenant ça devient très très difficile d'acheter ce genre de truc. Donc il y a ça, il y a Infinity Wars, je crois que c'est le tome 5, en soft aussi qui sort, Je ou crois. 4, je sais plus. Ouais, ils ont une parution bizarre, donc je suis un peu perdu là-dessus. Je crois que c'est le 4 ou le 5, enfin bref, celui du mois de juillet. Donc d'après ce que m'a dit Spider-Man, moi jusqu'à maintenant ça passe. C'est pas ouf, loin de là, mais ça passe. J'ai même passé des moments agréables de lecture, pour être tout à fait honnête, sur ce softcover. Et d'après Spider-Man, c'est à partir de ce soft que je vais commencer à me mordre les couilles. Donc je veux voir, je veux savoir, j'ai envie, tant pis, je vais y aller. Maintenant que je suis engagé dans cette série, ben, je vais aller jusqu'au bout, tant pis. On va voir ce que ça va donner. Et bon, bah, je suis pas sûr parce que ça fait quand même 35 balles, mais j'ai quand même envie de me laisser tenter par le Swamp Thing de Len Wein et Bernie Wrightson. Parce que Bernie Wrightson, alors je sais pas si la caverne du French Geek est là encore, mais Bernie Wrightson, je sais qu'il le surkiffe. Et je me laisserais bien tenter par le truc, mais je pense que je vais le feuilleter quand même avant, parce que 35 €, c'est pas un achat que tu fais d'une manière impulsive. Donc voilà. Je vois qu'on a Ludo Verdos qui nous dit il y a l'omnibus tome 0 des Tortues début juillet. Effectivement, je l'ai commandé. Donc du coup, c'est ce que je disais la dernière fois, je l'ai préco, et donc du coup, je crois que ouais, c'est tout début juillet qui sort. Donc là, c'est pareil, ce sera une de mes lectures de vacances, d'autant plus que j'ai joint à cette commande un vieux récit, Green Arrow, Green Lantern, par Neil Adams. Donc ça aussi, ça faisait partie des choses que je voulais avoir dans ma collection et que je veux lire, parce que là, Neil Adams, puis c'est vraiment un récit qui est vraiment typiquement, a priori, vraiment marquant. Et donc du coup, je vais certainement me concentrer là-dessus. Je me suis fait un petit plaisir au niveau des romans. Mais
pour une raison tout à fait objective. Je me suis pris un roman de Robert Louis Stevenson, le monsieur qui a fait L'île au trésor. Magnifique, Robert Louis Stevenson. Et je me suis pris le docteur Jekyll et Mr. Hyde. Voilà, c'est pareil, c'est très court. C'est pas forcément un truc qui fait 250 pages, mais j'ai très très envie de lire ce roman pour la simple et bonne raison que c'est l'un des deux monstres, on va dire, qui ont inspiré Stanley et Jack Kirby pour la création de l'incroyable Hulk. Donc forcément, j'ai très très envie de lire ça. Et d'autant plus que Stevenson, il a vraiment un style d'une très très grande fluidité et ça va passer tout seul. Voilà, et puis c'est pareil, hein, c'était à 2 balles chez Librio, 2 balles, sans déconner, c'est même pas 5 clubs pour les fumeurs, 2 balles, ça va. Et je crois que c'est à peu près tout. Grosso modo, on s'excuse pour l'émission qui a été nettement décousue par rapport à ce qu'on aurait voulu faire. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? C'est les aléas du direct. Pour le coup, mon poteau, on s'est pas mal démerdé. On a géré ça tous les deux comme des grands. Et puis, du coup, on va renégocier le contrat de Spider-Man. Ouais. Alors lui, déjà, on va lui parler. Et il y a des fournisseurs d'accès Internet. Il va falloir qu'on cause aussi. Parce que ils sont bien mignons, mais ils nous ont mis dans la merde, ces connards. Mais voilà, écoutez, c'est les aléas du direct. On le sait, en proposant un podcast en direct, que ce genre de choses peut nous arriver, mais on ne regrette rien, parce que c'est un plaisir de vous avoir en live sur le chat. T'as Jules et Nico qui demandent rapidement pour le tome 0 des Tortues. Ouais. Le tome 0, il reprend en fait les 4 tomes sortis à l'époque chez Soleil, donc qui sont en amont du premier tome de iComics. Donc en gros, si tu veux, c'est tout ce qui est sorti avant le tome 1 de chez iComics. Dis-moi si je me trompe, mais... Non, normalement c'est ça. Normalement c'est ça. Là, il y a le tome 7 qui est sorti hier, je crois, ou aujourd'hui, je sais plus. Je dirais une connerie. Il y a 1 ou 2 jours. Un truc comme ça, ouais. Ouais, j'ai pas pu passer chez mon libraire cet après-midi. On remercie collectivement ma femme qui s'est barrée avec ma CB. Ah, bravo! Bravo, Madame Rubrique, de m'empêcher d'assouvir ma passion. N'hésitez pas du coup demander à Spider-Man sur les réseaux sociaux comment s'est passé sa gastro, si ça va mieux. Voilà. Et on l'embrasse. Bien fort, voilà. Donc, comme on vous le disait pour terminer cette émission, on revient le 3 juillet, dans 15 jours, très exactement, pour une dernière émission. Alors, une dernière émission, entre guillemets, de la saison. Il n'y aura rien d'autre au mois de juillet parce que je serai en vacances, mes jeunes amis, et je serai très très loin des réseaux sociaux. Donc on va couper un peu. Il y aura peut-être une petite émission estivale au mois d'août, mais qui sera alors à la cool. Chapeau de paille, Ricard et pied dans le sable. Vous voyez, si on se voit, c'est vraiment sympatoche. En revanche, on travaille beaucoup sur l'émission du 3 juillet. On aura très rapidement des annonces à faire sur les réseaux sociaux avec une belle surprise, une très très belle surprise. On vous invite vraiment à être présent pour cette émission du 3 juillet parce qu'on va essayer d'être très gentil encore avec nos auditeurs sur le chat et peut-être vous permettre de gagner quelque chose. Voilà. Les annonces arriveront bientôt, mais c'est mon cher Dramoun qui s'en chargera. D'ailleurs, je vous invite à le suivre sur Twitter, Vincent Dramoun. Vous cherchez, n'hésitez pas à le suivre sur Twitter, Facebook, etc. Et c'est lui qui se chargera de ces petites annonces. Voilà, c'est à peu près tout. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux rajouter, mon poulet ? Pas grand-chose. On a fait le tour. Si vous avez des toutes dernières questions, allez, c'est parti. Mais sinon, gourmand croquant. Sinon, ouais, on a fait le tour. Ça reste comme d'hab, ça reste sympa. Ça reste cool de voir que les gens, qui viennent et puis surtout que vous participez, quoi. C'est aussi ça qui est sympa, c'est que nous, on parle, on discute et on raconte nos conneries entre nous, mais bon, vous êtes aussi là pour raconter des conneries avec nous, donc je vois qu'il y a Florent Bull. Une nouvelle fois, on nous dit merci. Ah, grave, mais grave. Justement, il y a Florent qui dit ça tease à mort, c'est cool. Oui, mais voilà. En fait,
je sais pas comment, c'est difficile, comment dire, à expliquer. Mais en fait, voilà, nous on fait ça vraiment pour s'amuser et on est, mais à chaque fois ravis et stupéfait de voir que ça réagit bien, qu'il y a du monde sur le live et tout, et on essaye de se casser la tête pour pour vous remercier, voilà, ni plus ni moins, et essayer de faire en sorte que cette émission marche encore plus, et que les gens qui viennent et qui passent la soirée avec nous soient vraiment heureux d'être là toujours plus. Enfin voilà, c'est vraiment un putain de plaisir. Voilà. Est-ce qu'on se quitte sur le traditionnel mot de la fin? Ouais. Quel est ton mot de la fin? Café. En ce qui me concerne, ce sera Oula Hoop. Et je vous remercie tous d'avoir suivi cette 4e rubrique. On revient le 3 juillet pour une 5e et dernière rubrique de la saison. On vous remercie encore une fois d'avoir été présents et de nous accompagner à chaque fois, de nous suivre sur les réseaux sociaux et de nous permettre de faire exister cette émission. Vous avez été encore une fois au top. Spider-Man, salaud, tu nous as lâchés. On vous fait des gros bisous et on vous dit à très bientôt dans la rubrique geek. Salut! Salut!